Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast, épisode 41. Et vous allez voir la prochaine invitée. Je vous présente Abby Gerba. C'est une animatrice du podcast Oser Podcast. C'est une femme entrepreneur avec un background qui va vraiment vous inspirer à aller plus loin. On a discuté beaucoup de points de c'est quoi avoir une entreprise familiale, puis aussi être influencé par la famille, ainsi de suite. On parle de vraiment c'est quoi balancer, admettons, une vie d'entrepreneur, mais aussi avec un emploi. Donc, vous allez tous voir ça dans le podcast. J'espère que vous allez adorer parce que nous autres, on a eu un bon temps ici. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous au YouTube. Suivez-nous sur Instagram. Abonnez-vous au Spotify. Et vous savez quoi? Encore mieux, on va vous livrer du Patreon, du contenu de fou où est-ce que vous allez avoir encore plus de valeur. Donc, abonnez-vous au Patreon, que de la valeur. Yellow Sea Podcast, baby. Merci à Abby d'être ici. Abby Gerba pour tous. Merci. Ciao, man. Cheers. Alexis Tacos, Good Vision. On est ici. Ray Marketing. Vous connaissez le programme déjà, numéro 41. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la constance. Il y a quelque chose que je voulais... C'est une expérimentation à la fois, se faire qu'est-ce qu'on fait. À la fois, est-ce qu'on peut vraiment aller aussi loin? Et si on va aussi loin, est-ce qu'on peut faire vraiment un retour, quelque chose de vraiment avantageux, qui va aussi rapporter autant pour les personnes qui viennent ici, pour les sponsors qui vont nous supporter. Puis honnêtement, je trouve qu'on a réussi jusqu'à date. C'est un autre bébé, c'est une autre entreprise. Je pense que tu as dit le mot magique, constance. Parce que tout le monde peut commencer, mais après durer, c'est un autre défi. Puis c'est aussi avoir les personnes, tu sais, comme Alexis, on a commencé day one. Quand j'ai posé la question, il n'a pas hésité, comme go. Let's go. Go. J'ai même pas expliqué le projet, il est comme OK. C'est quoi la raison principale pour lancer ça? Ah ouais, tu veux savoir? Regarde, moi, je suis en train de, je vais release, shout out à tout le monde qui voulait apprendre le marketing, je release une formation en ligne que ça fait déjà 1 an. Ça me fait penser comme la dynamique d'un artiste qui va sortir un album. Tu sais, puis quand il procrastine, ça fait longtemps que l'album n'est pas sorti. Ben moi, on dit ma formation en ligne sur tout le marketing que je fais, ça va être mon album. Puis, je me dis, comment tu peux aller chercher le plus de monde possible, essayer de le vendre? Ben, je veux le vendre différemment de comment le monde le fait actuellement. Je dis, je vais faire un podcast. Puis là, j'ai bâti un crowd. Puis le crowd, ça va, je parle du marketing, je parle de business, que je sais qu'est-ce que je fais. Puis là, je vais leur vendre la formation comme un album. C'est simple que ça. Non, mais pour vrai, c'est intelligent parce que je veux pas, même si tu interviews du monde, on apprend à connaître au fur et à mesure. Tu sais, ceux qui écoutent constamment tes épisodes. Oui. Fait que c'est une autre façon de vendre ton produit. Ben, ça, c'est une autre chose parce que je me suis dit dans ma tête que les personnes, en marketing, tu peux avoir un produit, service qui est juste correct. Mais si le monde aime ta relation avec toi, qui tu es comme personnalité, comme projet, comme qu'est-ce que tu fais là? Il y a des marques qu'on n'aime pas, mais on continue d'utiliser. On dit du Apple, iPhone. Est-ce que tout le monde est vraiment satisfait 100% de Apple? Ouais. Est-ce que vous allez continuer à l'acheter? Mais on te pose la question à toi. Je sais que tantôt en backstage, j'ai appris que tu avais une chaîne, Oui, un canal, c'est ça, YouTube? j'ai lancé mon podcast, en janvier sur... Félicitations. merci. Quand on te pose la question, c'est... Elle Faut qu'elle s'habitue, là. les effets, je suis comme Hey, nice. comme, yo. Investissio. C'est toi, pourquoi tu as lancé le podcast? Mais honnêtement, c'est à peu près un peu ce que Ray a dit, tu sais, dans le sens que j'avais du temps libre. Parce que moi, à la base, ma compagnie, j'habite des femmes d'affaires, puis c'est une boutique sur rendez-vous. Fait que c'est juste du one-on-one, parce que moi, j'aime être avec les gens. Mhm. Puis des fois, j'entendais mes clientes me parler de leur histoire, puis j'étais comme, oh my God, c'est trop triste que je sois la seule personne qui peut entendre ces anecdotes-là. Puis tout. Oh. J'avais toujours eu envie, dans ma tête, de lancer un projet pour que le monde puisse écouter mes conversations comme privées. Comme sharing de Ouais, l'histoire, mais là. avoir l'autorisation des personnes de la diffuser. Fait que là, quand j'ai enregistré le podcast, le monde se livre à moi, mais comme bon, des fois, il y a des choses qu'on doit couper parce que c'est trop personnel, mais se livre à moi, puis je peux partager avec plein de monde. Puis l'idée, c'était vraiment d'inspirer les jeunes filles parce que... Ça t'inspire. Ben moi, ça m'inspire, puis je trouve que tu sais, j'ai grandi dans un écosystème de femmes fortes, puis c'est pas tout le monde qui a ce réseau-là. Fait que je me suis dit, ben je vais présenter ces femmes-là à d'autres filles, puis ils auront des mamans virtuelles. Oui. Ils vont s'inspirer, là. Tu as eu des grandes personnes, des grandes femmes d'affaires. Oui, ben écoute, en commençant, je pensais pas que le monde allait dire oui. Puis en fait, ça a commencé, ben, c'est la présidente de la RBC, Nadine Renaud, Nice. qui est venue partager son histoire puis tout. Puis je pense que c'est important que le monde l'écoute parce que tu vois quelqu'un qui est présidente, c'est pas trop...
c'est quoi son histoire. Puis elle nous a raconté qu'elle a grandi en Afrique. Personne ne savait ça. Tu la vois, mais elle se considère comme une Africaine qui est arrivée ici puis qu'elle a immigré ici. Fait que, c'est connaître la personne derrière le titre. C'est un peu ça la mission du podcast. C'est fou là-dedans, parce que, en plus, ce qui est intéressant de ton approche, c'est que chaque personne a une histoire à raconter. C'est juste qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir le micro. Exactement. Ouais. Puis là, toi, tu donnes la chance à cette personne ou à ces femmes-là de pouvoir s'exprimer, puis, comme tu as dit, influencer d'autres personnes à travers ton podcast. Puis c'est quoi le nom de ton podcast? Comme ça s'appelle Podcast Osé. OK, Podcast Osé. Shout out. Go like, go follow. Mais c'est vrai que tu as dit, puis ce qui se répète souvent avec les invités, c'est parce qu'ils trouvent tout que leur histoire n'est pas importante, pas intéressante. C'est comme, est-ce qu'Abby, c'est intéressant? Puis tout. Puis je suis comme, mais oui, parce que pour toi, c'est rien, mais pour quelqu'un qui écoute, ça lui a parlé d'une façon que toi, tu comprends pas. Fait que des fois, les invités ne sentent pas que leur histoire est pertinente, puis qu'ils ne comprennent pas pourquoi elles devraient la partager. Puis c'est ça mon devoir un peu de les convaincre, puis de tirer un peu l'information pour que ça sorte. Ben, c'est justement ça, c'est pour inspirer. Puis c'est un peu aussi des raisons aussi pourquoi j'ai décidé de lancer ça. Puis comme quelque chose que je fais, une influence que je fais beaucoup, c'est avec lui. Comme toi, tu as vu ces conversations que tu vois, hey, le monde devrait écouter ça. Par exemple, nous, on a une conversation où est-ce que, damn, le monde devrait écouter ça. C'est drôle, c'est drôle. Mais vous êtes bon parce que ça dure comme 1h30, 2h. Moi, j'ai pas ce niveau d'attention-là, honnêtement. C'est pour ça que mon podcast dure 30 minutes. Parce qu'après 30 minutes, comme je suis plus là. Fait que... C'est l'alcool qui parle après ça. Là. C'est ça le truc. Shout out à Distillerie de Montréal. Pour animer la 30 minutes, ensuite du 30 minutes. Mais il y a un truc, tu viens de dire, c'est il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur histoire n'est pas importante ou comme qu'il n'y aura pas d'impact. Mais j'ai réalisé beaucoup que, on va dire, les best-sellers dans les livres ou quoi que ce soit, ou le meilleur film, c'est juste une personne qui a osé la raconter publiquement. Tu vois? Ouais. Parce que tu peux comme, moi, j'ai toujours dit, tu peux avoir la meilleure tarte aux pommes, mais si personne l'a goûté, personne ne va savoir que c'est la meilleure tarte. Mais c'est vrai. Puis j'ai utilisé une référence comme ça dernièrement avec, j'ai oublié à qui je parlais, mais c'est exactement ça. Tu sais, oui, on fait ce qu'on fait, mais tu peux avoir la meilleure chose au monde, mais si personne ne le connaît, comment tu sais vraiment que c'est le meilleur au monde? Des fois, même toi, tu sais pas que tu as la meilleure tarte au monde. Non, exact. En plus. C'est juste manger des gâteaux partout, puis tu sais même pas que ta tarte aux pommes, elle est bonne. Tu comprends? Fait que des fois, il faut la partager. Il faut la partager, puis goûter d'autres choses, puis se rendre compte que, OK, mais c'est bon, mon produit. Là, fait que des fois, c'est en écoutant d'autres histoires que tu es comme, moi aussi, j'ai vécu ça. Fait que dans le fond, moi aussi, je suis intéressante. Des fois, c'est en écoutant d'autres histoires que tu te rends compte que toi aussi, tu aurais quelque chose à dire. Exact. Si tu vois beaucoup de motivateurs ou les gens qui ont des livres, c'est justement ça. Ils sont devenus populaires à travers leur speech, à travers leurs livres, parce qu'ils s'ouvrent aux gens avec leurs connaissances. Puis ils n'ont pas peur de dire, ouais, regarde, j'ai vécu tout ça. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont dire, moi aussi, j'ai vécu pareil, mais ils ne le disent pas. Ouais. Tu comprends? Mais aussi le fait de la transparence. Moi, quand j'approche les femmes, je leur dis, le podcast, c'est pas pour que tu viennes me dire comme il faut travailler fort. Dis-moi la vérité, là. Je veux les dessous, je veux savoir un peu le côté sombre. C'est ça un peu que je veux savoir, parce que l'autre côté, on le voit connaît déjà partout. l'histoire. C'est correct. Là, la vulnérabilité du monde. Tu as travaillé fort, puis nanana. Ça, je le respecte, mais c'est quoi d'autre? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es la personne qui était aujourd'hui? Tout le monde a son histoire. Puis, c'est ça qu'on va encourager du storytelling, c'est ça que je pense qu'on fait beaucoup ici, c'est de découvrir les personnes. Puis, tu sais, moi, admettons, une des orientations, c'est aller fouiller vraiment lointain dans la personne. Comment on peut sortir cette effervescence de qui tu es. Parce que je pense que les personnes que j'invite, il y a quelque chose que je trouve en commun que j'ai avec. C'est quoi? Je suis comme attiré par les personnes qui sont passées ici parce qu'il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention par la manière que tu te présentes. Dans le cas du personnel, entre moi et toi, on se connaît depuis peut-être une dizaine d'années. Oui, depuis Cégep, là. Oui, depuis ce bout-là. Oui, Mariana, on peut faire l'anecdote avec Mariana. Fait que ça fait longtemps, puis je pense qu'on s'est connus dans où est-ce qu'on était. On a vu qu'on s'en allait dans certaines directions. J'ai toujours trouvé que tu étais une personne qui allait aller quelque part. Même chose pour toi. Thanks. Non, mais tu sais, des fois, tu vois quelqu'un, tu sais pas ce qu'il va vendre. Tu aurais pu vendre des bananes demain, là, puis je savais que tu allais aller loin parce que. Le meilleur vendeur de bananes. I respect the hustle, puis toi, depuis le début, genre, je sais que quand tu rentres dans un projet, tu hustle vraiment fort. Puis tu travailles fort. Là, fait que peu importe, tu vois, des fois, tu rencontres du monde qui travaille fort, puis tu sais que. Ça va être nos. Tu vas les recroiser quelque part parce qu'ils ne vont pas lâcher. Ben justement, comme toi aussi, j'ai senti genre la même chose que
comment tu te démarquais dans le temps? Tu parlais très mature, tu étais très orienté à savoir où est-ce que tu t'en allais. Puis je trouvais comme, tu sais, c'est vraiment que si la personne, tu sais, dans la jeune vingtaine, tu penses déjà comme ça, tu es déjà focus à pousser. Puis je pense que tu viens d'un bon environnement que moi, ça m'a inspiré même. Comme, oh, ça, c'est la grande histoire que moi aussi, j'aimerais ça bâtir pour moi. Quelle histoire? Quelle histoire? J'ai entendu une histoire, là. On parle d'histoire. Mais moi, je veux savoir quelle histoire. Quelle histoire t'as entendu? Moi, l'histoire que je connais de toi, c'est l'histoire, tu sais, admettons, de comment tes parents sont venus ici, ils ont immigré. Puis, ils ont atteint un certain niveau, tu sais, vraiment de prestance. Puis, je trouve ça nice parce que c'est comme le rêve canadien, on le met dans ce contexte-là, mais vraiment, tu sais, vraiment, tous les immigrants qui vont venir en Amérique du Nord, par exemple, soit aux States, au Canada, ils ont une vision, avoir un meilleur futur pour mes enfants. Puis je pense que, admettons, la façon que je connais l'histoire, admettons, de votre famille, c'est que vous n'avez pas niaisé. Ben, pour la petite histoire, dans le fond, mes parents ils viennent du Cameroun. Puis mon père, le gouvernement du Québec faisait tirer une bourse chez un francophone dans tout le Cameroun pour venir étudier ici. Fait que c'est une loterie. Ben, loterie dans le sens qu'il fallait que tu gagnes le concours. Mais il fallait que tu prouves que tu mérites de gagner cette bourse-là dans un pays de millions de personnes. Puis c'est mon père. Lui, c'était inscrit. Oui, il s'est inscrit. Puis il a dit, ben, on va essayer. On va essayer. Combien de personnes sont inscrites? Ben, c'est dans tous les pays. C'est des millions et des millions. C'est un petit pays, mais c'est des millions et des millions de personnes. Donc, il faisait tirer une bourse chez un francophone pour venir étudier. Fait que lui, il a gagné la bourse pour venir faire son doctorat ici en journalisme. Wow. Oh, shit. Il est venu avec ma mère. Donc, ils sont venus ici pour étudier. Puis ils devaient repartir. C'est comme tu viens étudier, puis après tu retournes chez vous. Ouais, la bourse, c'est fini. Il faut que tu reviennes. Plus tard. Bye. Puis après, ils ont décidé de rester ici. Puis c'est là que je dirais que le hustle a dû commencer parce que quand ils ont décidé de rester ici, ben, c'était fini. Il n'y a plus d'argent, pas d'économie. Ouais, c'est comme survie. Puis là, ma mère, ça a eu des enfants et tout. Donc, la survie a commencé, en fait, quand ils ont décidé de rester au Canada. Puis ils ont commencé à accumuler le travail. Puis c'est là, en fait, que je disais, le parcours du combattant a commencé parce que là, c'est comme survie. Puis, tu sais, ils n'avaient pas le droit. Quand tu étais étudiant dans le temps, tu n'avais pas le droit de travailler. Fait qu'il fallait que tu fasses. C'était pas fait pour que les étudiants étrangers restent ici. Là. C'est vraiment. Dès que ta bourse est finie. Tu retournes chez toi. Là, exemple, ils n'arrivaient pas à trouver du logement, pas avoir des cartes de crédit, pas avoir. C'était très difficile. Dur. Et l'époque avant, c'est pas l'époque aujourd'hui. Là, tu peux aller sur Internet trouver un logement. Là, c'est vraiment tu te déplaces en voiture ou en autobus puis aller voir le téléphone puis dire OK, lui, rappelle-toi, il t'a loué. Puis mon père, il appelait, puis là, les gens pensaient que c'était des Français, puis il disait oui, c'est encore disponible. Puis là, dès qu'ils arrivaient, ils étaient comme ah, shit. Ah, c'est vous? non, finalement, c'est booké, là. Finalement, on a trouvé quelqu'un, le logement n'est plus disponible. Fait que tout ça, puis je pense que c'est ça en grandissant, quand tu vois tes parents comme survivre, puis comprendre le système, puis ils ont compris le système, puis le plus beau cadeau qu'ils nous ont fait, c'est de nous l'expliquer après. Toi, tu as vu ce qui s'est passé, comme tu l'as vécu quand même, là. Ben oui, je l'ai vécu dans le sens que, tu sais, ils nous le disaient, puis tu sais, quand... T'as vu le struggle jusqu'à la... Mais ça, c'est fou quand même, parce que pour un parent de l'expliquer, ça veut dire qu'il a compris. Et moi, je connais beaucoup de parents qui font juste subir, mais ils ne comprennent pas. Oui, exactement. Donc ça, c'est quand même comme... Le fait de l'avoir expliqué, c'est de dire, regarde, on a compris comment ça marche, on va t'éviter quelque chose, là. Ben, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui subissent parce que souvent, ils restent dans leur propre réseau. Tu sais, mais toi, tu rentres, tu arrives ici, tu vas... les quartiers, tu vas dans les quartiers, tu connais que toutes les gens de ta communauté sont déjà là, puis tu vas aller là, mais eux sont encore dans la même situation que toi. En fait, comment tu vas sortir? Tu sais, ma mère était comme, non, on va aller... on a grandi à Montréal-Nord, mais on était comme dans une rue d'Italiens. Fait que là, déjà là, tu sors de ton réseau. Ça t'aide. Tu rencontres des Italiens. Puis là, après, elle dit, je vais m'inscrire dans une chambre de commerce. Puis là, elle était la seule noire, mais elle a rencontré comme des Québécois. Fait que tu commences à... C'est ça qu'il faut que tu sortes. Puis moi, elle m'a dit, la meilleure chose que j'ai faite, c'est sortir de mon réseau. Tu sais. Ouais. Oui, les gens sont... C'est un gros punchline, là. Ben oui, mais parce que tu veux naturellement aller avec des gens qui te ressemblent, ta communauté, mais ils vivent les mêmes struggles que toi. Ils n'ont pas encore trouvé la solution. Fait qu'elle, elle cherchait peut-être d'être dans un réseau, pas de personnes qui me ressemblent physiquement, mais qui me ressemblent mentalement. Parce qu'il faut comprendre la situation. Qui ressemble à où tu veux aller. Qui ressemble à où tu veux aller. La même fin. Mais la face, il faut comprendre aussi comment ça fonctionne, comment ils viennent, tu vois. C'est quand tu arrives ici, exemple, il y a toujours mon oncle ou un cousin qui n'est pas ton cousin. Ouais. Quelqu'un qui vient t'aider. Je connais quelqu'un qui peut te donner un logement, tu vois. Mais après ça, comme toi, tu reçois de la famille. Toi aussi,
Tu vas le dire aussi, tu vois. Donc, la communauté s'est créée comme ça. Mais c'est pas mal. Non, parce que moi, à Côte-Vertu, tu vois, moi, je regardais à Côte-Vertu, on voyait les vagues. Moi, j'ai vécu comme 20 ans là-bas. Moi, j'ai vu les vagues africaines. Après ça, vagues mexicaines. Après ça, vagues asiatiques. J'ai vécu comment le ghetto se forme, puis c'est parti là, après. Mais ce que j'aime, ce que tu dis, c'est que tu décides ou pas de vouloir rester là, puis de revivre, parce que beaucoup de monde vivent comme ils vivaient là-bas. Pour aller chercher le confort. Puis ils oublient le pourquoi ils sont là, tu vois. Puis l'autre, il chiale, moi aussi, je chiale, tu vois. Ah, le Québec, c'est pas un bon pays. Non, c'est pas un bon pays. Donc, tout le monde commence à être enfermé. Puis c'est ceux qui sortent de leur zone de confort, parce que c'est comme, t'es au Québec, t'as ta communauté autour de toi. Tu vois, je veux dire. Eux, ils parlaient français, mais d'autres personnes ne parlent pas le français. Ils vont commencer à passer des commandes à d'autres personnes qui parlent français. Voilà. Ils restent pognés là, puis ils apprennent jamais le français. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ne parlent pas français. Mais si tu veux rester là, si tu assumes que tu vas subir le sort que tout le monde autour de toi a subi. Mais comme nous, les jeunes, on voit ça, on est comme, yo, pourquoi vous ne sortez pas de là? Exact. Mais dans le fond, toi, tes parents, ils ont vu plus que ça. Ben, déjà, le fait qu'ils allaient à l'école. Il faut se dire qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent ici, c'est pas pour faire leurs études, ils arrivent qu'ils sont réfugiés ou quoi que ce soit. Fait que déjà là, l'école t'amène un réseau. Fait que c'est sûr, c'est facile à dire de dire qu'ils avaient d'autres amis, mais c'est d'autres étudiants qu'ils ont rencontrés à l'école. Fait que c'est sûr, déjà, aller à l'école ou travailler fait que tu ouvres ton réseau. C'est pour ça qu'ils disent que les immigrants qui travaillent, ils se sortent plus rapidement, en tout cas, de leur cercle puis de leurs problèmes parce qu'ils ont accès à d'autres réseaux. Fait que, le fait d'avoir étudié, d'avoir été à l'université leur a donné une autre... Tu te questionnes. Moi, je trouve que l'école te permet de te questionner. Oui, puis tu rencontres d'autres personnes qui se questionnent aussi. Puis là, tu es comme, oh mon Dieu, on pense pareil. Puis là, tu changes de réseau, tu sors de ta boîte. Puis c'est pas que c'est mauvais ta communauté, c'est juste qu'il y a d'autres communautés qui peuvent t'apprendre. C'est con, là, mais juste... Il faut être ouvert. Pouvoir acheter l'accès à la propriété. Il y a plein d'immigrants qui ne savent même pas que tu peux mettre 5%. Là. Eux, ils pensent qu'il faut économiser 100% de leur maison. Fait que juste ça, tu restes avec plein de monde qui pense comme toi. Puis, OK, on va tous économiser 100%. Tu n'as jamais rien acheté. Tu regardes les autres personnes puis tu penses qu'eux sont chanceux. Donc, puis si on parle, exemple, ça c'est le côté parent, mais le côté de notre jeunesse à nous, c'est ce que je vois en ce moment, c'est tes amis, genre. Tu vois? Tu n'as plus la communauté, on va dire, immigrante. Moi, je trouve que rendu aujourd'hui, c'est comme qui sont tes amis, tu vois. Puis c'est eux aussi, ils vont être la même communauté, mais ils vont être de différentes cultures, mais ils vont dire aussi, genre, on va pas à l'école, on va faire du trade seulement, ou je sais pas, tu vois, je veux dire. On n'a pas les mêmes amis. Mais c'est comme psychologiquement, mais ça représente un peu ça aujourd'hui, c'est que... Tu es tes 5 meilleurs, les 5 personnes autour de toi. Fait que si les 5 personnes autour de toi te ressemblent, tu devrais avoir peur. Ouais, si les 5 personnes autour de toi ont les mêmes ambitions, ont le même parcours, tu devrais avoir un peu peur parce que ça veut dire que tu n'as pas accès à de l'autre information, de la nouvelle information. Mais avant ça, c'est tellement dur parce que dans ta tête, tu as cette affinité-là de « Ah, on a grandi ensemble ». Et créer ce détachement-là... À un moment donné, il faut split ça. Là, mais c'est pas aussi facile que ça. Juste en allant à l'école... Donne un conseil. Non, mais exemple, tu veux split. Ouais. Changeant de programme. Change de programme, va dans un autre programme que tes amis veulent. Tu sais, des amis veulent aller là, toi tu veux aller là. Tu y vas, tu pourras chiller avec eux les vendredis, samedis, là, mais les lundis ou jeudis, tu es avec d'autres personnes, tu comprends? Fait que tu peux sortir de tes amitiés. Puis tes amis peuvent être tes amis de soir, puis tu peux avoir d'autres réseaux. Mais les vrais amis vont comprendre que vraiment, regarde, je vois pas les choses dans la même pareil, mais on a une amitié qui est tellement forte qu'on va continuer. On se rejoint sur d'autres affinités. Peut-être que tu le rejoins le niveau affaires, on se comprend pas, ou on n'a pas les mêmes objectifs de vie, mais c'est correct, on reste amis, mais j'ai d'autres amis pour parler d'autres choses. Je ne parle pas de business avec tous mes amis. Là, tu comprends? Des amis qui sont là. Il y a du monde qui n'aime pas ça. Là. Mais c'est ça. J'ai remarqué, il y a du monde qui ne peut pas parler genre 5 minutes de business. C'est correct aussi, je veux dire, c'est pas leur truc. Mais toi, tu n'aimes pas ça parler business, fait que tu t'en vas avec des personnes qui parlent business. Tu écoutes des podcasts de business. Exactement, faisait que tu te rends compte que... Non, mais t'as vu, tu vas chercher ton contenu ailleurs, tu sais. Ouais, parce que c'est là que ça te fait, ça t'excite vraiment dans cette direction. Tu sais, moi, une référence que j'ai remarqué dans ma vie et que j'ai partagé, c'est que quand j'étais à l'université, j'ai eu ce sentiment semblable. Parce qu'à un moment donné, dans un cours, 60 personnes, je regarde à droite, à gauche, puis je me rends compte qu'il n'y a personne qui me ressemble physiquement. Puis quelqu'un qui me ressemble physiquement, pour moi, c'est comme un latino, comme moi puis lui. Comme un autre comme lui. On serait dans la même classe, on aurait fait comme ça, Hey. Exactement. Ça, c'est quelqu'un qui a grandi à Montréal, qui vient d'une famille qui a immigré ici, mais qui a grandi... ça, des fois, juste quelqu'un, ce malaise-là, va faire qu'il va se désinscrire du cours. Il va sentir que toi, je suis pas à ma place. C'est ça le piège. Ça, j'ai tellement entendu souvent. C'est comme un inconfort. C'est pour ça que tu veux pas, tu dois être confortable
à être inconfortable. Exactement. Non, il faut que tu... Répète ce que tu viens de dire. Être confortable à être inconfortable. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça la game. Et je pense que grandir, tu passes souvent dans ce processus de être inconfortable. Mais des fois, même avec des gens qui te ressemblent, tu ne leur ressembles pas. Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord, mais j'étais comme la seule africaine avec juste des Haïtiens. Là, je me sentais différente. Elle, c'était l'africaine. Elle, c'était l'africaine. J'étais comme, foufou, là. Comme la seule. Moi, j'étais la seule parmi d'autres. Même si on se ressemblait, j'étais différente. Après, je suis allée au cégep, j'étais la seule noire dans mon cours. Fait que, à un moment donné, tu es juste habituée. Je suis toujours la seule. Tu dois accepter à un moment donné que tu commences à rentrer dans le travail, j'étais la plus jeune. OK, encore différent. Après, tu étais la seule femme. OK, c'est tout le temps. Mais tu es habitué, tu vois, vu que tu es rendu peut-être à 4, à 5e expérience de vie où est-ce que tu es la seule à être dans ce type de groupe-là, à un moment donné, tu sais comment gérer ça. Ouais. Parce que moi aussi, je me suis retrouvé plusieurs fois à être le seul dans ce groupe-là. Admettons, une fois, genre avec 15 personnes, je suis le seul qui ne fume pas de cigarette. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même l'effet d'appartenance qui est assez fort, tu vois, parce que surtout l'immigrant, tu sais, ton père va toujours dire, ou ta mère, tes frères, c'est ton réseau, tu vois. Et ton cousin, le cousin de la rue, lui, il va t'aider parce qu'il comprend ta douleur. Et on grandit avec l'idée qu'on a besoin de gens comme vraiment proches de nous, Une question. Sinon on ne peut pas réussir, tu vois. Est-ce que l'effet d'appartenance peut être un couteau double tranchant? Parce que l'effet d'appartenance va t'amener dans un confort, mais le confort devient dangereux à long terme parce que tu ne veux plus vraiment te sentir inconfortable parce que pourquoi je m'en irais là? Moi, je ne veux pas aller à l'extrême, là. Mais le moment où je me suis éloigné de mes amis à l'université et je me suis trouvé comme seul, genre, à étudier de ma façon que je voulais étudier, mais j'ai eu les meilleurs résultats. Au moment où je me suis éloigné. Puis souvent, quand ça ne va pas bien, je me pose la question si je passe trop de temps dans le social et il faut que je revienne à cette source d'énergie, de productivité de ma manière, tu vois. Parce que l'effet comme capitaliste, l'effet social, le fait que tu dois imiter les autres, le fait que tu dois participer à des 5 à 7, des fois, ça t'éloigne à ta propre nature. Ton objectif. À toi, genre. Mais tu vois, moi, ça me dérange pas d'avoir... Tu sais, j'ai le même réseau d'amis depuis des années, mais je me demande, est-ce que j'ai une porte qui m'amène la nouvelle information? Puis, moi, ma porte, c'est quand je rencontre mes clients. Je rencontre des clients tout le temps et toujours seule à seule. Puis, chaque fois, je rencontre une nouvelle personne qui pense pas pareil que moi. Puis, ça me donne du nouveau contenu. Pas obligé d'être des meilleurs amis, mais est-ce que tu as accès dans ton travail ou dans ta vie de tous les jours à des nouvelles personnes? La nouveauté. Par où tu rencontres des nouvelles personnes? Si ça fait 20 ans que tu as le même réseau, il y a un problème. Là, comment tu fais pour avoir des nouveaux amis? Pas nécessairement des nouveaux amis, mais juste des nouvelles discussions. Comment tu fais pour avoir une discussion? Est-ce que tu vas le trouver sur Internet? Ils te montrent que tu vas écouter des podcasts et tout. Fait que tu n'es pas obligé d'être ton ami. Au minimum, écoute des podcasts, écoute d'autres opinions, écoute d'autres façons de penser, puis alimente ton cerveau, tu sais. Mais tu sais, quelque chose que tu viens de dire, tu sais, vraiment, ce serait quoi? Admettons, aller chercher des nouveaux amis. Puis je pense que ça revient, c'est intéressant par rapport à ton podcast. Il faut oser se retrouver dans d'autres environnements. Parce qu'il y a plusieurs fois qu'on m'a invité, tu sais, peut-être quelqu'un m'invite, mais dans un chilling où est-ce qu'il y a du monde que je connais indirectement, mais je connais personne. Fait que je m'en vais là, je connais personne. Fait que est-ce que je vais être à l'aise? Est-ce que je vais être mal à l'aise? Est-ce que le monde va me regarder bizarre? Il faut se demander pourquoi tu es mal à l'aise. Est-ce que tu es mal à l'aise juste parce qu'ils ne te ressemblent pas ou tu es mal à l'aise parce que les conversations qu'ils ont, tu ne connectes pas avec? C'est pas la même chose, tu sais. Le malaise que j'avais, c'est comme... Je pense que je voulais l'effet d'appartenance, voir que tout le monde là se connaît, puis tout le monde chill, tout le monde rit, puis tu sais, moi j'arrive là, je connais personne. Okay, ouais. Encore l'effet d'appartenance. Puis, ce que j'ai remarqué avec le temps, j'ai réussi à m'intégrer puis développer des connexions dans ces groupes-là. Fait que dès que j'ai vu, après une fois, 2 fois, tu te retrouves dans des milieux où est-ce que tu connais personne, tu es un peu mal à l'aise, tu ne fites pas, mais tu commences à découvrir les personnes. À la longue, j'ai remarqué qu'il y avait un avantage derrière ça. C'est quoi? Ben, je rencontrais tout le temps au moins une personne différente qui... Mais tu sais quoi, si tu te concentres à une personne, tu sais, juste, moi, tu te mets dans une pièce avec 20 personnes, je peux pas avoir parlé aux 20 personnes. Que tu vas parler à 5 personnes? Non, j'en parle à 1 à 2. Une personne, c'est tout? Mais en sortant, si 1 ou 2 personnes-là, on a ressenti qu'on a connecté, puis on a vraiment comme une conversation comme qui nous a amené ailleurs. Puis c'est vraiment, on a bâti quelque chose, puis c'est du contact que j'ai. Il y a des gens qui vont parler aux 20 personnes, puis tu auras peut-être 20 amis Facebook, mais ça te donne quoi après? Moi, mon but, c'est pas d'avoir comme plein de nouvelles connaissances. C'est que genre, au moins,
on va être 20, je vais te parler à toi, je vais poser des questions, puis on va sortir, puis on va comme, OK, on se reverra. C'est comme, on va se revoir. Puis ça, c'est un contact. Peut-être qu'il y a du monde qui bâtissent un réseau qui fait juste grossir, mais t'as aucun ami, t'as aucune conversation profonde. Puis t'as juste tes numéros de téléphone dans ton cell, puis à la fin de la journée, tu peux même pas les appeler parce qu'ils savent même pas t'es qui. Genre, ça va plus de toi, genre. Mais l'autre, moi, la manière que comment j'avais brisé ça, c'est à partir du cégep, j'ai commencé à voyager backpack. OK? Donc, je suis parti... tu t'habitues à ton confort. Ça. Ouais, je suis allé à Rome, je suis allé en Barcelone, je suis allé à Paris, puis j'étais en position. Mais mes amis ne comprenaient pas pourquoi je voyage. Je dis, pourquoi tu vas au backpack? C'est quoi le but? Pourquoi tu vas pas à un hôtel? Je dis, parce que je veux vivre l'expérience. J'écoutais, comme tu as dit, des podcasts ou des émissions à la télé que le monde y vive des expériences différentes. Moi, je suis comme, je veux vivre quelque chose que ma famille n'a pas vécu, tu vois. C'est même ma mère m'a dit, pourquoi tu dépenses ton argent à voyager avec ton sac, tu vois. Elle ne comprenait pas parce qu'elle n'a jamais fait. C'est ta formation pour apprendre à être inconfortable. Non, c'était inconsciemment peut-être, oui. Tu vois? Parce que quand je suis parti en voyage, je prenais des hostels. Puis là, tu es tout seul. Sur un moment donné, comme tu as dit, tu vas cliquer avec peut-être 1 ou 2 personnes. Et c'est comme, je sais pas, c'est des énergies, je sais pas. Puis à partir de là, tu passes beaucoup de temps avec ces personnes-là à voyager. Il va dire, tu vas à quelle place? Puis c'est rendu que je changeais mon itinéraire. Parce que justement, cette personne-là me faisait découvrir d'autres choses que je ne connaissais pas du pays. Puis elle m'a dit, non, on ne va pas là-bas, je t'emmène quelque part d'autre. Puis je suis comme, OK, let's go. Mon itinéraire changeait comme ça. Là, tu vois? Mais moi, je trouve que c'était une bonne pratique, justement, à dire comme tu arrives à un nouveau pays, une nouvelle langue, puis tu te démerdes un peu. Genre, mais tu as appris à être inconfortable, puis tu as appris à créer des relations. Tu t'habitues à l'ambiguïté. Sinon, une question que j'aurais pour vous deux, tu dois voir, c'est quoi la chose la plus inconfortable, admettons, que tu as faite de ta vie? Du côté qui vous permet de t'avancer à... Mon Dieu. Toi, c'est tout le voyage? Hein? Le plus inconfortable? Le plus inconfortable? Non, moi, le plus inconfortable, c'est commencer à faire des speeches. Comme je faisais de la motivation. Okay. Puis j'étais tellement inconfortable parce que, comme tu as dit, je sais pas si les gens vont aimer l'histoire. Je sais pas si le monde va adhérer à ce que je vais dire. Ça, c'était vraiment le plus gros malaise que, mettons, tu peux dire? Professionnellement. Le fait que je suis super... Moi, je bégayais avant, là. J'ai comme. Les gens que t'avais peur à parler. Ouais, les gens qui me connaissent du secondaire, là, ils savent que je bégayais à ce fuck. Okay. Comme présentation, moi, je pouvais avoir échec que me présenter devant les gens. Là. Oral, journée d'oral. J'étais pas là. Alexis Juarez. Absent. Je suis malade. Et toi? Je pense pas à rien, mais je dirais que le plus inconfortable, c'est de me lancer en affaires. Mais j'ai pas trouvé mon truc pour pas être inconfortable. Mon truc pour pas être confortable, c'est juste fermer mes yeux puis me lancer dans le vide. Faut pas que je pense trop, parce que si je pense trop, je suis pas capable de faire le mot. Fait que moi, je ferme mes yeux puis je me lance dans le vide, puis faut pas que je overthink. Fait que, mais t'es une personne qui va se lancer dans le vide. Ouais. Encore aujourd'hui ou dans tes débuts seulement? Non, encore aujourd'hui, dans tout ce que je fais. Si j'ai commencé à trop penser, OK, ça marchera pas pour telle affaire, puis je commence à trop penser, c'est quoi? On arrête de penser. Go. Ouais. Mais j'espère pas tout le monde qui peut juste fermer ses yeux puis se lancer comme dans la vie. Comme, tu sais quoi? Fuck it. Okay. Moi, c'est un peu un extrême, là, mais sinon, je suis pas capable de le faire. Je suis trop peur de toi, Ray, t'as quelque chose d'inconfortable? Le plus inconfortable? Mais j'aime l'idée que se dit de parler en public. OK, moi, mon plus inconfortable, c'était la communication. Pour quelqu'un qui communique fréquemment en ce moment, tu vois que je me suis toujours foncé à essayer de battre ça, mais la communication, c'est quelque chose qui me rendait inconfortable. Je pense que j'ai perdu tout plein d'opportunités parce que je ne m'ouvrais pas. J'étais trop peut-être timide, trop gêné. Je ne voulais pas communiquer, je ne voulais pas me sentir mal à l'aise. Mais admettons, si je prends les orales, j'ai un oral à l'école qu'il fallait faire en équipe. J'ai bombe 2 fois. Le malaise. Tu sais, vraiment, genre, quand tu t'en vas t'asseoir, puis tout le monde te regarde. Là. Mais le pire là-dedans, c'est que je pense que c'était une des peurs parmi les 10, c'est le top 2, genre, par le public. Elle est très lourde, celle-là. Ce qui est drôle, c'est que c'est une des plus grosses peurs, mais que tu peux apprendre à étirer le muscle. Plus tu parles en public, plus tu es confortable. Ouais. Mais tu vois. C'est toujours moins pire de la fois d'avant. Fait que là, tu comprends? Mais moi, j'aimerais comme... Si t'as fini, vas-y, sinon je laisse terminer. Ben, je pourrais faire une autre anecdote en lien avec ça, où est-ce que tu vois graduellement, le plus tu le fais, le plus tu deviens meilleur, le plus tu deviens plus confortable. Fait que, moi, je dis, j'ai bombe, je me sentais mal, mais il faut que j'en fasse plus. Je vais commencer à en faire plus. Tu sais, admettons, vous êtes déjà allé dans des événements de conférences, puis à la fin, il y a un conférencier, comme vous avez des questions. Ouais, moi, j'ai plein de questions, mais je dis vague.
Mais tu vois, ça, c'est très c'est inconfortable parce qu'il y a à peu près 200 personnes personne levait les mains. Fait qu'à un moment donné, c'était genre... Puis en plus, c'est tellement poli, poser une question. Parce que t'as écouté... Moi, je vois les gens, je me dis, si vous êtes mal polis, les gars. Mais tu vois, c'est comme ça que moi, j'ai battu cet inconfort. Fait un événement, c'était un gars... Dude, il est lourd dans le AI. C'est un des tops, genre, vraiment, on va dire... ingénieur en intelligence artificielle, puis ici à Montréal, Joshua quelque chose. Puis 200 personnes à l'Université de Montréal, ils parlent de vraiment l'évolution de AI. OK, les AI s'en vont là. À la fin de tout, avez-vous des questions? Je regarde autour. Dans ma tête, tu vois, ton cœur commence à battre. Les palpitations commencent. Mais j'ai remarqué, du moment que tu laisses les palpitations embarquer, tu vas te choquer. Fais-le avant la palpitation du cœur, puis tu vas voir. Avant que ça arrive. Je lève la main. Mais tu vois, c'est intéressant parce que il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Moi, je pense que moi, si je sais pourquoi je le fais, j'ai moins peur. Ma mère m'avait toujours dit, dans un événement comme ça, personne ne pose des questions. Si tu montes, t'as écouté, tu poses une bonne question, tu te démarques. Il va se rappeler de... Lui, même si c'est au fond, là, il va se rappeler de toi, puis à la fin, quand tout le monde veut aller lui parler, là, toi, tu vas arriver, puis il va faire comme... Je vais te parler à toi tu parce vois, que... Boum. Fait que si tu sais que, écoute, moi, je t'ai écouté, boom, j'ai une bonne question, pose la question pendant que personne ne la pose, puis il va se rappeler de ta face. Ouais. Quand tout le monde va commencer à lui parler, il va venir vers toi pour dire sa question. J'ai trouvé intéressante, puis je te jure, il t'aurait jamais parlé. Puis en plus, aujourd'hui, c'est filmé, donc tu vas apparaître sur YouTube, mon cher. Exact. Mais tu vois, c'est un peu ça aussi, la réaction que j'ai eue par rapport à ça. Fait que moi, maintenant, tous les événements, je m'en vais. Attends, toi, je pose une question. Puis parce que tu te démarques. Fait que le monde, il te regarde comme c'est qui le 111 qui va poser la question. Pour poser une question. Non, exactement. Puis ça, c'est le deuxième challenge à faire ça, c'est poser une question intelligente. Non, mais check ça. Moi, je vais aller plus loin que juste la communication qu'on vient de parler. Là. Le seul ennemi qui existe, c'est toi. Tu vois? OK. Parce que moi, je capote comment... Puis ça, c'est quelque chose que même moi, j'étais frustré, tu vois. Parce que le monde, il me projetait une image de quelqu'un qui n'était pas gêné, tu vois. Ah, ici, il sourit tout le temps. Ah, ici, confortable avec les gens. Et non, je n'étais pas confortable avec les gens. Et non, je n'étais pas à l'aise en public, tu vois. Ça se bâtit, ça. Mais quand j'étais en position de parler, je venais les mains moites, je tremblais, puis je bégayais, tu vois. Mais moi, dans ma tête, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas cette version-là de moi. Soit je me disais, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai les mains moites? J'ai pas envie d'avoir les mains moites. J'ai pas envie d'être gêné devant les gens. Cela, j'ai réalisé rapidement que la seule personne qui va mettre une barrière dans ce que je vais faire dans ma vie, c'est moi-même. Puis je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, souvent, le move, comme tu as dit, le move qu'on ne fait pas, c'est juste nous qu'on ne fait pas le move. Parce que quand tu fermes les yeux puis tu fais le move, tu réalises qu'il n'y avait rien de mal à le faire. Comme tu n'es pas mort. Puis personne ne savait que tu avais les mêmes mal. Non, mais c'est juste toi. Mais c'est juste fou comment... Parce que j'ai des amis, j'ai un ami spécifiquement que je pense à lui en ce moment, qui lui est tombé en dépression, puis il a démissionné, puis tout. Puis quand il me parle de son sentiment... Lui, c'est un ingénieur. Son sentiment de quitter sa job, puis aller au psychologue, aller au psychiatre, je réalise que c'est juste lui. Parce que tout ce qu'il me raconte, il s'est gradué à l'université avec moi, il est allé au cégep, il y a toutes les combinaisons pour réussir, tu vois. Mais lui-même, il est son propre ennemi, tu vois. Et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, la seule personne qui va te mettre une barrière, c'est toi. Puis une fois que tu l'as compris, le travail, il recommence différemment, tu comprends? Ouais. Tu vois, c'est une fois que tu comprends ce sentiment-là, admettons, cette zone grise-là où est-ce que l'inconfort, les palpitations, les mains moites. Moi, j'acceptais pas ça. J'étais comme, yo, c'est pas moi. Ça. Mais du moment que tu sais à quel, admettons, stage pendant ce processus-là, ils vont embarquer, puis tu dis, je vais être proactif avant que je commence à battre du cœur, je vais me lancer là. Ouais. Parce que si je me rends là, c'est là que je capote. Mais si je le fais avant, je pense même plus. L'angoisse, elle n'a pas le temps de rendre parce que l'action est déjà faite. Ouais. Puis quand on parle de ça, il y a tellement de gens qui disent « Wow, je t'admire », mais j'ai rien fait, bro. J'ai juste parlé en public. Je me suis juste planté. Mais eux, c'était comme « Mais moi, j'ai jamais osé ». Mais là, je réalise vraiment, c'est vraiment une décision. Comme si tu réussis pas dans ta vie aujourd'hui, c'est juste à cause de toi. Mais c'est intéressant parce que je trouve que le monde met tellement d'énergie à se comparer, oui. les autres que... Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Prends cette énergie-là, mets-la sur toi, dans le sens que essaie de te comprendre. T'aimes pas ça? Pourquoi t'aimes pas ça? T'as les moins maths? Pourquoi t'aimes les moins maths?
Là, tu te sentais en confiance. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet environnement-là pour que tu sois en confiance? C'est comme, pose-toi des questions. Ouais, moi, je me disais... Tu vas apprendre à chaque fois. Moi, je disais, j'aime pas avoir les émotions. Moi, je veux plus avoir ce sentiment-là. Je sais pas pourquoi je l'ai, mais je veux plus l'avoir, tu vois. Mais c'est ça, c'est se questionner. Moi, on me disait, Abby, il faudrait que tu plus sur les réseaux sociaux, comme parle devant la caméra. Puis moi, j'étais comme, non. Non. Non, mais j'étais comme, non, pas parce que j'avais peur de la caméra, c'est que le format qu'on me proposait, ça me parlait pas. Puis là, j'ai réfléchi à mon format, j'ai lancé un podcast, puis on me filme durant le podcast, puis là, je suis correcte. C'est correct que le monde essaie de te mettre des trucs, mais toi, si t'es pas à l'aise, demande-toi pourquoi, puis trouve la façon pour devenir à l'aise. Parce que tu veux te donner un message. C'est un bon point, ça. Je veux le faire, mais à ma façon. À ta façon, le monde me dit, va devant. Mais encore une fois, si tu décides de le faire. Mais oui, comme prends le temps pour penser. T'aimes pas ça? Pourquoi t'aimes pas ça? T'aimes mieux ça? Pourquoi t'aimes mieux ça? Puis après, tu vas trouver tes propres formules. Mais c'est un bon point, ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont posé la question, comment je peux commencer à faire des stories, parler ouvertement. Comme tu viens de le dire, ça, je ne l'avais pas pensé, mais trouve ton format. Est-ce que c'est ça ton format vraiment que tu veux ou tu le fais parce que l'autre personne te le fait puis toi, tu veux le faire parce que tu as dit c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, tu veux réussir. Dit, je pense, dans un podcast, tu avais dit le podcast, c'est le nouveau blog. Puis, quand la mode des blogs était partie, moi, tout le monde avait un blog. Tout le monde est censé être un blog. Moi, je sais pas si tu peux faire de blog là, parce que tout le monde a un blog. C'est pas pour moi. C'est pas mon format. J'aime écrire, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Si tout le monde fait un podcast, puis toi, ça te parle pas le podcast, lance pas un podcast, puis après, tu vas lâcher parce que c'est pas pour toi. T'sais. Ouais, fais-le pas parce que les autres le font ou tu vas embarquer dans la vague. Ouais, un trend. Là, Ouais. Mais c'est pour ça qu'un peu, les gens aiment beaucoup Gary Vee, parce que justement, lui, c'est quelqu'un qui va dire les choses simples. Prends un téléphone, parle. Fais-le pas, c'est ton choix. Prends TikTok, fais un TikTok, tu vois. C'est pas parce que TikTok va t'amener quelque chose. Lui, il veut juste que tu te places à une position inconfortable. Non, imagine comment ce serait inconfortable de dire, bon, là, il faut que je sois sur TikTok parce que tous mes compétiteurs sont sur TikTok. Ouais. Là, je vais faire un TikTok, puis tu veux pas le faire. Là. C'est juste inconfortable. C'est inconfortable pour toi, puis pour les gens qui te regardent. Là, c'est juste inconfortable. Awkward. Ouais. Puis c'est justement ça. Moi, j'aime lire et regarder des documentaires sur les artistes ou sur des personnes spécifiques, comme... comment je peux dire, des personnes qui ont eu du succès, mais à leur manière, tu vois. Et c'est briser le statu quo du standard, tu vois. Comme Steve Jobs a fait, tu vois. Pourquoi Steve Jobs, c'est Steve Jobs? Lui, si tu lis son histoire, c'est le pire leader qui existe à Silicon Valley, tu vois. Il faisait des longues heures de malade mental. Il obligeait ces gens à faire des longues heures de malade mental. Il traitait mal les gens. Mais nous, on cherche des arguments pour lui dire que c'est un bon leader. Non, c'est un leader à sa manière. Tu vois? Ouais. Si on prend le prototype d'un bon leader, il ne serait pas dans les top 10, tu vois. Par contre, il a fait ça à sa manière et le monde l'a suivi. C'est honnête. Oui. C'est pas de le copier, c'est pas vrai pour toi, tu sais. Mais il faut être authentique. Je pense que c'est exactement trop de personnes veulent être quelque chose qu'ils ne sont pas. Ouais. Comme la mode. La mode, c'est quelque chose que quelqu'un a commencé à faire parce qu'il a décidé de le faire. Tu vois, comme le move disco. La musique a commencé avant que le disco soit populaire. La musique existait déjà. Par contre, ça a devenu que plus de monde en follow, tu vois. Mais lui, le premier qui s'habillait disco, il avait l'air d'un clown, tu vois. Puis on parle de design, là, puis je checkais le documentaire d'Alston Walston là, sur Netflix. Alston. Puis justement, lui, lui devait briser comme la manière de design de vêtements, mais il devait amener quelque chose de nouveau, tu vois. Pendant que Calvin Klein faisait Calvin Klein, lui il dit, moi je fais pas de jeans parce que c'est pas ma manière de faire, tu vois. Et le producteur disait, moi je veux que tu fasses des jeans, je disais, moi je veux pas de jeans. Puis s'il fait des jeans, c'est à sa manière. Mais c'est intéressant parce que moi, honnêtement, ma vie a changé quand j'ai commencé à comprendre que c'est pas de copier les autres, fais-toi. Ouais. Pour moi, oui, j'étudie en mode, mais ce qui me passionne, c'est la gestion. J'étudie en mode, j'aime la mode, mais pas ma pote de tissu puis de couleurs, là, c'est pas moi, tu comprends? Puis le monde voulait que je rentre dans tes designers, parle des saisons puis des nouvelles tendances, c'est pas moi, tu comprends? Mm-hmm. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais embaucher quelqu'un, puis je lui dis, toi, t'es passionné des tendances, des tissus, vas-y, tu sais. Tu vas t'occuper de ça, fais les achats. Puis toi, il est passionné. Moi, c'est pas ma passion, mais laisse-moi comme gérer mes affaires, tu comprends? Fait que, une fois que tu sais ce que t'aimes pas, tu peux après boucher les trous, tu comprends? Il faut que tu ailles dans une compagnie de mode, quelqu'un qui soit passionné de tissus, de tendances, puis de palette de couleurs. Moi, c'est pas mon truc, mais j'ai embauché quelqu'un qui, lui, c'était son truc, tu comprends? Parce que je veux être honnête avec moi-même. Mm-hmm. Ça, c'est pas mon truc. Là, c'est où ta boutique pour que le monde puisse savoir c'est où? Sur le plateau. Mais c'est ce rendez-vous. Ouais, c'est ça. Sûrement sur rendez-vous seulement. Ouais, puis femme d'affaires, c'est ça? C'est pas pour intimider. Honnêtement, le concept de rendez-vous, c'était pas pour intimider. Je savais que le monde allait trouver ça comme OK, là. Mais c'était parce que, comme je te dis, moi, j'ai dit c'était one-on-one. Mais la vraie raison économique, ça m'empêche d'avoir une employée à temps plein qui est là.
Ça, c'est la raison économique. Real talk. Real talk. Mais pour les autres, mais pour les autres, déjà une expérience. Mais la raison cute, c'était parce que je voulais que les gens soient toutes seules, qu'ils ne sont pas en train de se comparer à d'autres personnes, d'être complexés par leur corps, parce que le monde sont tellement complexés par leur corps. Je dis que le monde sont juste seul à seul, juste avec moi, puis tu prends ton temps, la boutique est à toi, tu sais ce que tu veux, tu t'arrêtes peut-être gêné d'essayer telle affaire là-bas, vas-y, il n'y a personne qui te regarde. Fait que c'est plus comme... Mais toi, tout est custom ou tu as quand même une ligne de... Il y a du prêt-à-porter. Il y a du prêt-à-porter, OK. Sinon, dans le fond, si je comprends bien, tu es comme une psychologue, designer pour les femmes d'affaires. Genre... Parce que toi, tu vois, ça, c'est un segment. Mais un segment, là. Le monde demande toujours « Ah, pourquoi tu t'es lancé en affaires? » Moi, j'ai jamais dit « Je voulais partir de ma compagnie parce que je veux pas de boss. » Ça n'a jamais été... J'ai jamais eu un problème avec l'autorité. J'ai pas un problème d'avoir un boss. Je suis partie de ma compagnie parce que je pouvais faire comme un melting pot de tout ce que j'aimais, tu sais. J'aimais conduire, j'aimais être seule à parler avec les gens, j'aimais être seule avec les gens, j'aimais comme... Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis mon modèle d'affaires, c'est parce que moi, j'aime travailler comme ça, tu sais. OK. C'est pour ça que c'est one-on-one, parce que j'aime parler avec les gens. Fait que c'est comme ça que je m'en sofa avec mes clientes. Puis on parle, avant de parler de vêtements, on parle de qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi tes ambitions, quelle image tu veux projeter. Ouais. C'est ça un parce peu que la relation. j'aime de l'approche, c'est que souvent, il y a beaucoup de tests qui font ça, c'est ton conscient de toi et ton inconscient de toi. Et souvent, c'est deux personnes différentes. Ce que toi, tu penses me projeter, c'est ça, mais à force de poser des questions, tu réalises que la personne cache une autre personne, tu vois. Donc, tu peux ajuster soit ta couture en conséquence ou juste le type de vêtements qu'il porte, tu vois. Oui. Comme essayer d'autres choses. Comme en passant, tu as l'air un peu comme... Tu portes juste ça, mais et c'est ça, parce que ça marche plus avec toi, ça. C'est ça, ta personnalité. Mais souvent, les personnes ne sont pas conscientes qu'il existe une autre personne. Il faut sortir l'information, parce que sinon, le monde, ils vont toujours répéter les mêmes choses. Toi, t'aimes porter un t-shirt blanc puis des jeans. OK. Mais ça se peut que, écoute, tu regardais ça, puis tu n'as jamais osé. Mais essaie-le, man. Ouais, c'est ça. Et c'est le fait d'être seul. Tu l'essaies, puis là, tu es comme, j'aime comment tu vas chercher la personne, puis vraiment dans son milieu, genre son... Puis des fois, tu attends le commentaire, ah, j'oserais pas. Mais oui. J'oserais pas. Oh, qu'est-ce qu'il va dire mon mari? Ou qu'est-ce qu'il va dire au travail? Ou qu'est-ce que le monde va passer si je porte ça? Exactement. C'est fou quand même. C'est une bonne idée de tout ça. Les femmes d'affaires, parce que j'aime la relation qu'ils ont avec leur image. Puis tu sais, pour les femmes d'affaires, quand tu occupes un poste de présidente ou vice-présidente, ton apparence, c'est pas la même chose. Tu magasines pas pour le plaisir, tu magasines parce que c'est un outil de travail. Puis comme, quand j'entre dans une pièce, le monde va me respecter. Le non-verbal est important en affaires. Le non-verbal est tellement important. Puis c'est cet aspect-là que j'aime. Tu sais, quand les clients arrivent, en fait, j'ai pas beaucoup de clients qui viennent me parler de mode, là. Ouais. C'est comme, jamais. Non. Hey, mon enfant, là, je t'ai curé. C'est comme, voici ma position, voici ce que je veux dégager. Ouais. Peux-tu m'aider? Puis ça, justement, je checkais un autre documentaire sur Netflix, c'était Art of quelque chose, là. Puis ce que j'ai aimé de ça, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était engagé pour... Ça, c'est fou, parce que son travail, c'était d'habiller les gens pour les films. Tu vois? Et moi, j'ai jamais pensé à ça, que c'est vrai, il y avait quelqu'un derrière qui doit faire des recherches sur les années 60 ou les années 90, puis dégager quelque chose par rapport à l'acteur principal. Je veux que l'acteur principal dégage ça. Elle va faire en sorte que son habillement soit fait pour dégager tel affaire. Moi, j'étais comme, waouh, c'est vrai qu'il y a Là, je commençais à regarder les films différemment. Je me dis, OK, donc la madame a choisi, ou le monsieur a choisi un modèle de tel pour représenter ça. Je me dis, c'est le non-verbal. Oui, parce que pour dans le film... On va lui mettre une casquette pour que c'est plus si, puis on va laisser la barbe. Puis... Mais c'est fou qu'il y ait quelqu'un qui est engagé à habiller les artistes. Moi, j'ai dit, ouais, quand j'y pense, je me dis, oui, qu'est-ce que tu penses? Il y a quelqu'un qui les habille. Mais quand je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail, qui doit lire, qui doit avoir des histoires derrière pour s'inspirer et faire ça, je suis comme, oh shit, c'est toute une approche pour justement le non-verbal de l'habillement. Puis, tu sais, j'ai travaillé fort justement pour orienter mon message vers ça. C'est fort, ça a pu me nuire dans le sens que tout le monde sont comme, OK, mais je peux pas venir ici parce que je suis pas présidente, c'est ça? Je suis comme, non, c'était pas ça le truc. C'était pas pour limiter, c'était juste pour orienter les bonnes personnes vers moi. Pour voir vraiment, tu sais, Mon boss m'avait dit un jour, il m'a dit, regarde, c'est le module, là. Il m'a dit, moi, je veux que les gens ils me reconnaissent pas comme un Walmart, tu vois? Parce que moi, exemple, quand tu vas acheter des pantalons, je veux pas que le monsieur me dise, va la ranger 7, puis 4e rangée, tu vois? Je veux que quelqu'un vienne me voir, puis me demande qu'est-ce que je veux, combien de taille, me donne un expresso, prend mes mesures comme je suis. Comme en construction, il dit, moi, je veux que les gens qui me contactent, c'est du monde qui veut quelque chose de custom et non quelque chose qui est juste une reproduction. Et souvent, comme entrepreneur, il faut que tu prennes ce genre de décision. Est-ce que je fais quelque chose qui est custom
pour une spécifique personne ou je vais faire quelque chose pour monsieur, madame, tout le monde. Les deux sont corrects. Non, les deux sont corrects. Juste, tu dois être C'est toi qui dois savoir. Parce dans le modèle que tu vas choisir. Oui, tu sais. et ta clientèle va être attirée, va te choisir toi parce que justement, ils ne vont pas acheter des pantalons chez Walmart, ils veulent acheter chez Monaco, ils veulent acheter chez Gucci parce qu'ils savent qu'ils vont prendre le temps de prendre les bonnes mesures, ils vont prendre le temps de servir et de faire même matcher avec d'autres couleurs qu'ils ont, tu vois. C'est plus qu'un service, c'est pas juste acheter, c'est vivre l'expérience à travers. Mais les deux modèles sont corrects. Tu sais. Puis je prends souvent l'exemple du T-shirt parce que il y a du monde qui vend des T-shirts. OK. Moi, j'aurais pas la patience de vendre des T-shirts à 20,99. J'ai pas la patience. Je préfère vendre... Tu veux quelque chose de plus. Tu veux mettre la valeur. Je préfère prendre plus de temps pour vendre un veston qui vaut peut-être 200 T-shirts que vendre plein de T-shirts. Moi, j'ai pas cette patience-là. Puis c'est correct ceux qui ont la patience puis disent qu'ils vont aller dans le volume. Moi, j'ai pas la patience puis je me connais. La qualité. Fait que pas nécessairement la qualité dans le sens que je préfère travailler plus fort, mettre plus de réflexion dans le marketing, dans la stratégie pour en vendre moins, mais que les gens comprennent la valeur de ce qu'ils achètent. Elle est une vraie artiste, tu vois. Il n'y a pas 10 Mona Lisa, là. Il y a une Mona Lisa, là. C'est pas plus artiste, j'appelle ça, c'est un peu de la paresse, là, mais dans le sens que je préfère mettre plus de temps dans la stratégie puis tu comprennes pourquoi tu vas acheter ça. Puis c'est un peu les secteurs du haut de gamme puis du luxe. Ouais. Mais beaucoup de monde veulent aller là, mais ils ne sont pas prêts à mettre nécessairement l'énergie parce que tu ne vas pas en vendre 100 la première journée. Exact. Mais si toi, tu es prêt à mettre de l'énergie pour en vendre plusieurs, bien, vends des choses moins chères, vends-en plus. C'est une autre stratégie, tu comprends? Ouais. C'est correct aussi, mais choisis ton marché. Moi, le marché du volume, ça me parle pas. Ouais. Ben, c'est comme ça aussi que moi, je gère ma business. Moi, ma business, c'est beaucoup, tu sais, quand j'ai commencé, quand je l'ai fondé, mon agence, je voulais pas utiliser le terme agence. Je trouve que c'est trop machine à saucisse. Comme ça, c'est le forfait. On va faire ça, puis c'est tout. Je voulais plus m'orienter vers la boutique marketing. Boutique dans le sens que tu rentres, tu vas avoir vraiment un service sur mesure. Je bâtis des relations avec mes clients. J'ai pas de besoin sans clients. J'ai besoin juste assez où est-ce que je peux me permettre tout ce que je veux, comment je veux, mon mode de vie, puis vraiment, admettons, mes revenus. Puis peut-être scale par rapport à ça, mais je vais offrir un service de sur-mesure où est-ce que la relation, je prends soin de mes clients. On se communique. C'est des clients qui donnent la valeur à ça. Exactement. Si les clients, ils s'en foutent que tu lui donnes un café, puis pourquoi tu leur donnes, tu comprends? Ouais. Va chercher des clients qui vont apprécier. Apprécier cette attention-là. Tu vas chez Walmart, puis on donne un café, tu vas dire comme, où est la rangée celle-là? Mais toi, comme dans ma business, moi, ce que j'ai remarqué, la faiblesse de cette industrie-là, on va dire du marketing, des agences marketing, c'est que tu veux trop en faire, tu veux trop de volume, tu veux trop faire, admettons, $1 million. Puis, qu'est-ce que ça fait en sorte pour des business comme, admettons, plus PME, l'entrepreneur qui travaille très fort pour sa business, ben lui, il veut être écouté. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Puis quand tu es juste comme, OK, c'est mon marketing, fais ci, ça, puis après, tu as un rapport, puis aucune communication, il y en a beaucoup de ce type d'entrepreneurs dans les PME qui vont abandonner cette agence-là, même si les résultats sont bons, mais parce qu'ils veulent être écoutés. Puis j'en ai gagné beaucoup. Certains clients que ça fait déjà des années qui sont avec moi parce que je suis à l'écoute. Quand ils me textent, je suis là. Quand ils m'écrivent, je réponds. Mais c'est un prix parce que tu ne peux pas en avoir 10 millions. Il y a un prix, exact. Il y a un prix à payer pour ça. Mais non, tu vas répondre à 10 millions de textes, là. Mais c'est ça. Parce que sinon, tu ne pourrais pas donner ce service-là à 10 millions de personnes. Fait que non. Exact. C'est impossible de faire ça. Parler, ça coûte cher. Ça veut dire que j'en prends moins que les autres. Donc, tu payes pour compenser le fait que j'en ai moins. Exactement. C'est exactement ça. Fait que ça coûte un prix. Fait que, tu sais, quand tu me demandes combien ça coûte de travailler avec toi, ben regarde, ça, c'est le bill. Est-ce que tu peux te le payer? Parce que c'est pas juste parce que je vais faire ça. Non, je suis là avec toi, là. Je réponds à 6 h du matin. Pour vrai, ça fait tellement de sens. C'est la même chose pour les vêtements, tu sais. Tu es une présidente de compagnie. Fait que là, tu veux porter un vêtement que personne dans la salle va porter. Tu veux porter un vêtement que ta secrétaire ne porte pas. Parce que tu veux être la patronne. Ouais, il y a ta secrétaire, là. Faut que tu es en train de payer un prix. Tu veux payer un prix que personne dans la salle peut se payer. Fait qu'à un moment donné, tu es en train de me dire que tu ne dois pas le vendre à n'importe qui. Tu veux que je ne vende pas à n'importe qui. Donc, tu veux que j'en fasse moins. Donc, il faut qu'il coûte plus cher. Parce que je suis en train de compenser le fait que tu veux qu'il y ait personne d'autre qui soit payé pareil. Ouais. Fait que c'est un prix. Puis les gens qui sont en train de faire comme c'est ça la business. C'est chiant à dire, mais that's what it is. Quand tu vas dans les plus gros échelons, il y a une influence de comment tu t'habilles, il y a une influence de où tu vas magasiner, il y a une influence de où tu vas manger aussi. Mais c'est pour tout, tu sais, je veux dire, tu veux aller faire du yoga, là. Tu rentres dans un studio, il y a 50 personnes, t'es pas bien. T'es comme, tu sais, comment j'aimerais dans un studio qui a moins de monde. Privé. Va dans un truc de 10 personnes, tu vas payer le prix pour compenser. Ah ouais, parce les autres personnes qui rentrent dans la salle. Je veux dire, comme tu payes pour ça, là. Mais tu vois, un de mes clients, c'est sur mesure aussi. Ah ouais, toi, t'as un truc de suitable. Les Suitably, shout à Suitably, aux frères Siao.
c'est des custom suits sur mesure. Depuis que... Puis ils ont une nouvelle machine, tu avais dit, là, ceux qui prennent ta mesure. Tu rentres, ça, c'est la technologie. Ils prennent ton scan, là. Eux autres, c'est un scan 360. Tu viens là, tu prends un verre, c'est sur rendez-vous seulement. On va te montrer, tu vas aller faire dans le géant iPad qu'ils ont dans le showroom. Tu vas designer ça, on va jaser. Il y a une relation qui se crée. Puis, même moi, j'ai créé ma relation avec eux dans le sens que ils m'ont dit, comme, on a déjà travaillé ensemble, puis je trouvais que j'avais pas fait « wow ». Puis, on a split un peu, puis ils sont revenus peut-être quelques mois plus tard. Puis, ils m'ont dit « Gars, Ray, la raison pourquoi on veut travailler avec toi, c'est pas parce que tu es le moins cher ou parce que tu es le meilleur ou quelque chose comme ça. » Ouais, évidemment, je suis le meilleur, regardez. Joke. C'est le meilleur, mais hey! C'est le meilleur, OK. Ça, c'est juste moi. Non, mais ils m'ont dit, check, on a envoyé, on a fait des demandes, on a reçu 3 soumissions d'agence puis tout. Puis après avoir discuté avec mon frère vraiment de comment, à qui on devrait travailler, on parlait tout le temps de toi. Parce qu'on a travaillé avec toi la première fois, tu étais là, tu étais présent, tu communiquais, tu nous répondais, puis tu avais tout le temps des nouvelles idées. Tu travaillais pour nous. Tu vois, tu étais là, tu ne travaillais pas pour nous, tu étais dans la business. Puis on dit, il y en a d'autres, là, des agences qui sont top, mais qui nous faisaient ça. Puis je suis comme, tu sais, je suis pas prêt à payer ce prix-là. J'aime mieux le donner à l'autre dude qui est vraiment un hustler, qui est là dans la game. Puis encore là, si ton client n'est pas prêt à payer, c'est correct. C'est correct. Va chercher la personne. Ouais. Et tu sais que moi, je ne vais jamais dire, peu importe l'industrie, que quelqu'un est trop cher. Honnêtement, si toi, tu me dis que tu vaux tant de l'heure, ça ne me dérange pas. Après, est-ce que je suis prêt à payer, oui ou non? Ça, c'est une autre question. Ouais. Mais si du monde sont prêts à payer ça, parce que toi, tu as déterminé que ta valeur était ça, parce que je t'accueille dans tel genre d'environnement, je suis tout le temps accessible, voici ma valeur, puis les gens sont prêts à payer. Si toi, tu n'es pas prêt à payer, 100% d'accord. On va voir quelqu'un d'autre, puis c'est correct. Je te juge pas, mais insulte pas mon prix. Tu comprends? Exact. Boom. C'est vidéo parce qu'on a déjà eu des discussions de millions. Ouais. Là, moi, j'avais une question pour qu'on puisse mieux te connaître. Alors, tu es directrice. Quand je suis directrice marketing. Ah, mon autre casquette. Ben oui, parce que, tu sais, je m'en suis jamais cachée parce que justement, il y a beaucoup de monde qui m'approche puis me dit, je vais me lancer dans une compagnie, je vais lâcher ma job avant ça. Je suis comme, non. Tu lui dis quoi? Tu dis non? Ouais. Non, hey, wow. OK, wow. Non, lance-toi pas maintenant, là. Attends un peu. Ça, c'est trop facile de dire. Puis il y a plein de monde qui dit ça. Je voulais me lancer en affaires, j'ai laissé mon travail, puis je me suis mis à 100%. C'est pas vrai. Faut pas les croire. Comment ils ont vécu? Ils ont mangé quoi le soir? C'est ça, hein? Vrai, là. À part s'ils disent pas qu'est-ce qu'ils ont fait le soir pour payer les billes, c'est pas vrai. Fait que, moi, j'ai gardé mon travail, puis mon travail me donnait assez de flexibilité pour me lancer en affaires à côté. Fait que oui, peut-être trouver un travail qui te donne la flexibilité, mais c'est à cause des revenus que j'avais là que je pouvais justement me lancer. Comme nourrir l'autre, là. Voilà, mais le monde qui dit que moi, j'ai laissé mon travail, je me lançais à 100%, à part s'il y a quelqu'un qui te soucie en arrière, c'est pas réaliste, comprends? Il faut que tu manges le soir, puis il faut que quelqu'un paye tes bills. Donc, moi, je dis toujours au monde, avant de te lancer à temps plein, garde ton travail, au pire, prends moins d'heures, mais il faut qu'il y ait une transition, tu comprends? Puis, tu peux pas lâcher ton travail comme ça pour dire je me sens à 100%, puis je sais que dans les émissions, ils disent aux entrepreneurs de faire ça, puis des gens, mets-toi à 100%, sinon ça ne marchera jamais. Ah, comme toi, tu l'as pas fait. Lui, il l'a pas fait. Lui, là, écoute, attends, en passant, lui, c'est le pire. Il est allé chercher des subventions gouvernementales après ça. Hey, papa, tu t'es pas lancé. Continue, madame. Abi, continue. Abi, continue, parce que lui, c'est... il part caca, là. Vas-y. Mais tu comprends? Parce que moi, je dis ça, c'est comme moi, je l'ai fait, puis je m'en cache jamais, puis j'ai pas dit, je me suis lancée à 100%, parce que moi, je préfère être honnête, puis je préfère dire au monde, c'est correct de garder ton autre travail, faire une transition jusqu'à temps que ça soit plus soit physiquement possible ou juste que financièrement, tu es capable de lâcher. Moi, j'ai pris mon argent, j'ai lancé ma compagnie, puis l'argent que la compagnie me faisait, je ne pas donné un salaire, je l'ai utilisé pour payer des employés. Là, en ce moment, tu fais les deux. Oui, les deux. Donc, comment tu fais pour... C'est quoi tes trucs pour... J'ai pas de vie. C'est quoi tes trucs pour la gestion? Est-ce que tu te mets des... As-tu des logiciels à recommander? As-tu ton note, que tu prends des notes? Ou tu es vraiment comme... Au fur et à mesure que la semaine avance, tu vas plugger tes... Non, je n'ai pas de logiciel, je ne suis pas capable. OK. As-tu un calendrier que tu utilises? Ça à la main? Oui, à la main. À la main? Tout est écrit dans mon cell. Moi, mon but, c'est de livrer ce que je dois livrer. Okay. Après, puis je suis quand même assez rapide pour le livrer. Fait que des fois, c'est un problème parce que tu lis quelque chose tellement rapide que le monde pense que ça vaut rien parce que tu l'as fait trop vite. Ça, je te promets, là. Fait que là, j'ai appris, tu comprends, à prendre plus mon de temps là. avant d'envoyer. J'ai fini le dossier, mais j'ai envoyé le lendemain ou 2 jours après parce que sinon, le monde pense qu'ils peuvent m'envoyer des trucs. Fait que, tu sais, j'ai appris à...
Ça, c'est vrai. À livrer. C'est tellement vrai, ça. Ouais, ça, c'est l'art. J'approuve Pas à trop 100%. vite. L'art de livraison, là. C'est pas parce que t'es bon et t'es efficace que tu dois montrer à la personne que t'es aussi. C'est vrai que, ah oui, réponds en 5 minutes. Donc, tu sais, il y a du monde que maintenant on peut mettre les messages planifiés d'avance. Moi, Ouais. j'écris des emails à 11h du soir, puis je les mets pour que ça parte le lendemain matin. Parce que je veux pas que le 9h52. monde. 6 heures du matin, là. C'est genre, c'est comme ça. Il dit, Abby, réveille à cette heure-là, là. Je Boss veux pas move, que là. le monde Grind. pense qu'il peut m'écrire à minuit ou Ouais, quoi que ce soit. Fait que 100%. c'est- Et même toi, écrire aux gens à minuit. C'est comme si eux étaient confortables à que tu envoies à minuit C'est ça, aussi. non. C'est les deux côtés. C'est ça, c'est Moi, je n'envoie pas à minuit, j'attends Non. aussi. Non. Moi, j'en vois. Ouais. Moi, je réponds pas. Non, faut pas. Moi, en passant, là, je vois des gens texter à 10 heures, leur employé, ou envoyer des courriels. Je suis comme, yo, c'est ce manque de respect à leur vie privée. Considère que le lendemain, c'est une bonne heure. Pas à minuit, genre. Moi, j'ai Mais il y avait un moi, j'ai des article- clients qui n'ont aucun respect alors. Yo, bro, Il y avait un dis-leur, bro. Il y avait Impose. un article qui disait justement que si tu envoies des emails à tes employés, tu les stresses. Oui. Pas parce que toi, tu es à l'aise, qu'eux sont confortables Exact. de recevoir leur message. Comme, toi, tu es en train d'écouter ton film chez toi, puis à 11h du soir, ton boss t'envoie un email. Même si Oublie tu pas pas, de- tu es stressé. Oui, comme- te dis, comme- oublie pas demain, faire ça, tu sais, ça, t'es comme yo. Ah, là, t'es parti. Et toi, moi, j'ai appris à gérer ça parce que. Non, tu gères pas ça. Il texte à 11 heures, t'as dit. Yo. Non. Impose-toi, bro. Abby, dis-lui qu'il doit s'imposer. Bon, laisse-toi pas faire, Mais bro. attends, Non, moi, je ils ont- réponds pas. Non, mais ils ont Moi, le je- droit de te texter. Dis-leur pas de texter. Ne réponds Texte-moi pas. pas, T'as le bro. droit de pas Yeah, répondre, moi, tu comprends? moi, il paye le prix pour, regarde, rendu là. Alors, tu réponds. Pourquoi tu es moi, alors? Non, je réponds pas. Il est 11h. Moi, je suis. Tu réponds, Jeune. tu réponds pas. À 10h, 11h, non. Moi, je dois dire, regardez, après 10h, moi, je dors, là. Tu sais, Moi, j'ai 5 km à courir à J'ai 6h été du Mike, matin, Mike, là. Mike, t'as dit quoi? Mary, il va m'appeler à 6 heures le matin. Ouais. Mike va t'appeler à 6 Yeah, my heures. bad. Ça, c'est mauvaise Non mais, habitude. non, mais parce qu'il sait que je suis réveillé à 6h le matin. Exactement. 6h02, il m'appelle, yo, puis je suis comme, ouais, ça va? Tu sais ce qui est drôle? Mais Toi, pourquoi il le t'appelles- sait? Non, mais attends, Pourquoi toi, tu il t'appelle à 6, moi, il m'appelle à 7. Il me dit, yo, what's up? Je sais que t'es réveillé. Yo, est-ce que Je t'es suis comme, prêt? je suis réveillé. Tu dois pas donner tes horaires, tes vrais horaires. Tu donnes Combien des de faux kilomètres? horaires. Non, mais parce que en même temps, je me suis snitch, j'ai regardé son story qui courait. Si moi, je suis le premier, puis il Ah, m'appelle ben après non. comme, hey! Attention à les réseaux sociaux, là. Ah, tu vois. Arrêtez de checker. Moi, il m'appelle à 7 heures. Yo, je sais que t'es réveillé. Ouais, je suis réveillé. Ouais, t'inquiète. Toi et Mark, vous êtes les seuls que j'appelle le matin. Il me dit, oh, j'ai une nouvelle idée pour le podcast. Comme, ouais, vas-y. J'ai une idée. Mais c'est vrai que si tu ouvres tes stories puis tu ouvres pas tes. C'est dur, Ah, fais ouais. attention. Fais attention. Mais oui, Ok, tu mets des c'est règles. bon. Tu comprends? Moi, si je donne à un client mon cellulaire, c'est pas un. C'est un privilège, tu comprends? Si tu m'envoies un message à 11h du soir, j'ai le droit de pas te répondre. Puis je te répondrai pas. So, alors, toi, tes trucs, c'était écrire. Ah, j'écrivais des choses que je devais faire, mais pour vrai, est-ce qu'après, je le suivais? Je suis pas la meilleure personne pour gérer, honnêtement. Puis ton horaire, ça a l'air de quoi? Tu fais-tu comme genre, tu travailles-tu plus tôt pour répondre à tes courriels? Tu couches plus tard? C'est comment avoir deux travails? Je veux pas. Honnêtement, j'ai jamais compté mes heures parce que c'est quoi compter tes heures? Quand tu Ouais, travailles la non. nuit, tu as une idée, il faut que je compte comme, mes heures, je peux pas les compter. tu Ouais, il faut que comprends? tu factures ça. Des fois, c'est une T'as une personne, demi, là. à un moment donné, qui m'a dit Hey, t'es rendu à 80 heures par semaine. Je suis comme Oh, Wow. ok, bon. Faut que je descende. Des fois, c'est le monde autour de toi qui se rend compte plus que toi. Ouais. Je compte pas mes heures parce que c'est dur à compter. Tu sais, toi, t'écoutes une émission à la télé, là, puis t'as eu une idée. T'es en train de faire de la recherche, là. T'es Ouais. pas en train d'écouter la télé, t'es en train de faire de la recherche, là. Mais ce que Là, j'ai remarqué. T'es en train de conduire, puis là, tu vois une publicité, puis t'es comme Ah, c'est beau son brand. Là. nice. T'es en train de faire de l'analyse de la concurrence, là. T'es pas en train de conduire. Tu comprends? Fait que t'es tout le temps en train de travailler. Fait que C'est vrai. quand tu te rends compte que la moindre chose que tu fais, tu pourrais l'expliquer dans ton univers de travail. Ah, ça, c'est l'analyse de la concurrence. Ça, c'est genre. Mais ça la se voit recherche. que tu aimes ce que tu fais parce que tu calcules pas. D'autres personnes, ils calculent. Là. Ils me disent, yo, Alex, moi, je suis rendu attendeur. Je dis, OK, c'est bon, arrête de travailler, là. C'est bon, je te paye pas On plus se que voit la ça, semaine là. prochaine. Non, mais ça se voit que t'aimes. C'est nice. Mais je calcule pas parce que, tu sais, j'ai travaillé comme assistant pour des compagnies, mais après, j'ai travaillé pour les compagnies familiales. Tu comptes pas tes heures quand tu travailles pour les compagnies familiales. Fait que j'ai toujours jamais appris à compter mes heures. OK. Parce que mon salaire changeait pas plus. Ouais, ça Mon change salaire bien, change là. pas, fait que. Non, mais ça, c'est vrai. Parce que. Ben, attends, moi, j'ai arrêté de compter mes heures parce qu'à un moment donné, c'était ridicule. J'ai commencé des fois, tu vois, je suis intrigué de voir pourquoi je suis aussi brûlé vendredi. Je check, genre, le temps de mon écran. Mon Ah, screen c'est un time. bon truc, ça, peut-être. Parce que si tu es toujours en train de sur ton Ouais. site pour travailler, c'est bon. Peut-être faudrait. Ben, sur mon laptop, c'est l'affaire, vu que je suis tout le temps sur le laptop, fait que je check Ouais. le screen time On du peut faire laptop. Mais moi, ce qui est fou, Ou là. de ton cell. Dans Ouais. Si c'est déjà Ah que t'es ouais, tout le temps tu dans peux ton faire- cell, ça, c'est une autre chose. C'est bonne. Moi, l'autre truc qui est quand même dur comme entrepreneur, c'est, exemple, il y a une période où j'ai plus de contrat, OK? Où il faut que je fasse du développement des affaires, il faut que j'appelle les clients, nanana. Mais ça arrive des fois que après 5 heures, je travaille. Tu vois? Là, on va me dire, pourquoi tu travailles? Mais je suis comme, j'ai rien fait ce matin. Tu vois? Comme ton horaire, il devient tellement instable qu'à un moment donné,
tu dois toujours être prêt à travailler. Tu vois? Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que des fois, justement, il y a un jugement, peut-être à cause des réseaux sociaux, des entrepreneurs, parce que tu travailles tout le temps, tu ne prends pas de vacances, tu es toujours en train de travailler. Puis le moment que tu prends une pause, le monde se dit ah, c'est la belle vie, hein? Ouais, c'est ça. C'est comme, t'es réveillé depuis Ouais. tu t'es réveillé, t'as pas dormi, t'as même pas dormi. Puis là, mettons, à midi, tu t'es dit comme, OK, ça suffit. C'est là, mon time à moi. Ça fait 2 jours, j'ai pas dormi, je me suis réveillée comme aujourd'hui à 4 heures. Puis là, à midi, t'arrêtes, tu sors, tu vas au restaurant parce que, comme, OK, toi, ouais, puis le midi, là, tu travailles pas, plus, là. Ouais, c'est ça. Fait que les horaires sont pas stables. Non. Fait que, à midi, ça se peut que pour moi, mon midi, c'est ton 5 heures, puis que Ouais. moi, je recommence à 8 heures de travailler, puis toi, tu dors. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme... 100% d'accord. Juge pas les horaires des autres personnes tant Non, que il faut tu pas. arrives à livrer la C'est marchandise. tout différent. Puis ça, si tu le juges pas par rapport à ce qui se passe dans les médias sociaux, oublie ça. Là. Il y a tellement de choses là, que. Moi, je comme, hey, toi, t'es tout le temps actif, t'es tout le temps partout, t'es tout le temps en train de sous, en train de boire. Ouais, moi, je fais des journées genre 6 h du matin à 8 h et le lendemain, je fais rien. Je suis chez moi en train de lire. Genre. Tu vois, ça... T'as le droit, c'est correct. Mais il y a un jugement. Et ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il faut que tu sois capable de, quand c'est le temps de rien faire, fais rien. Ouais. Parce que d'autres journées, ça passait un mois où tu es occupé every day, comme même les samedis et les dimanches. Là. Mais moi, j'ai appris, honnêtement, parce que c'était pas facile d'assumer que tu fais rien. Parce que des fois, moi, je sentais que le monde me regardait. Puis on est pareil. Ah, OK, là. Tu te sens mal. Tu te sens mal, comme tu prends une pause. Puis là, j'ai commencé à l'assumer. Puis quand quelqu'un me dit, ah, c'est la belle vie, c'est comme là, aujourd'hui, je suis en train de tourner un podcast, tu comprends? Ouais. Pendant plein milieu de la journée. Mais c'est pas ce que j'ai fait avant, c'est pas ce que je vais faire après. Ouais, c'est pas que là, je me suis couché non plus. Là, exactement. Fait que là, moi, j'ai des rapports à faire après ça. Là. Puis c'est ça, tu comprends? Fait que j'assume maintenant. Puis les commentaires. Mais il faut, tu sais, je pense que c'est une des choses que nous autres, on recherche le plus, vraiment en se lançant à être indépendant dans notre business, être entrepreneur, c'est avoir la liberté de faire comment tu veux le faire. Il y a un truc que tu m'as parlé tantôt, puis toi et moi, on parle souvent de ça. Puis elle a une approche différente qui m'a surpris. C'est toi, tu m'as dit que tu étais allé à l'université, mais pas pour te graduer. Tu as dit, fuck it, moi, je sais ce que je veux. Et vas-y, continue. C'est pas résumé, là, mais parce que moi et lui, on parlait souvent de ça. C'est oui ou non à l'université, c'est graduer. Toi, en la discussion, toi, tu as mis une branche. C'est oui, je suis allé, mais pour des raisons spécifiques. Si je veux juste glisser un peu. Moi, j'ai commencé à aimer l'école quand je savais pourquoi j'y allais. Prends note, Marc. Toi, tu vas à l'école, tu vas t'asseoir sur le banc, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu sais, ma compagnie, Gazelle, ça fait des années. Là, ma mère a enregistré le nom, j'avais 11 ans. Là. Ça fait longtemps que j'en parle de ma compagnie. Quand même. J'allais à l'école, à Marie-Victorin, j'étais sur le banc d'école. Moi, je savais qu'en sortant, j'allais lancer ma compagnie. Fait que, j'apprenais parce que fallait que je sois après capable de le. Tu avais un objectif, une vision. Ben oui, tu sais, tu apprends quelque chose que tu sais que. Hey, rappelle-toi-en parce que tu en auras besoin demain. C'est pas la même façon d'apprendre que tu es là, puis tu sais pas pourquoi tu apprends ça. Pourquoi tu me dis ça? Je sais même pas pourquoi tu comprends. Puis en plus, ce que j'aime, c'est que tes parents malgré le fait qu'ils sont venus ici et ils ont connu l'école ici, ils t'ont quand même dit va à l'école et va apprendre parce que nous, on t'a montré quelque chose. Non, c'est pas comme ça. Parce que Gazelle est enregistré. Gazelle est enregistré. Non, ouais, mais enregistré, c'est rien. C'est juste le nom, là. Non, mais c'est comme pourquoi ils ont accepté. Mais en fait, la vraie histoire, c'est que quand j'ai fini mon cégep, j'ai dit que je voulais pas aller à l'université. Moi, I was done. Je voulais pas à l'université. Puis eux, justement, ils ont tellement une relation spéciale avec l'école, c'est très important pour eux. En plus, la culture en plus qui vient avec. Ils ont été très... ils n'ont pas aimé ça. Ils voulaient que j'aille à l'école. J'ai dit non. J'ai commencé ma compagnie. Puis, j'ai commencé à travailler pour eux, justement. Puis, j'ai commencé à monter. Puis, peut-être 3 ans plus tard, j'ai dit, je vais aller à l'université. Puis, ils sont comme, pourquoi? C'est eux qui disent, pourquoi? Tu les as fait chier, là. Hey, ta mère m'a énervé pendant des années, là. Hey, tu décides maintenant. C'est qui va faire ta job à compagnie? Ils se disent comme, c'est trop tard, on a accepté, chérie. On a accepté que tu partes, là. Fait que là, j'ai justifié pourquoi. Puis, dans le fond, c'est parce que, pour vrai. Mais la vraie raison pourquoi je suis allée à l'université, parce que dans le travail que je faisais justement pour eux, ça n'avait rien à voir avec la mode. Puis, c'était vraiment c'était beaucoup au niveau politique, gouvernemental, communication. Je travaillais beaucoup avec des gouvernements et tout. Puis, j'avais besoin que mon CV parle. Parce que moi, j'ai appris, parce que je travaille pour mes parents depuis que j'ai 16 ans. Donc, j'ai appris en écoutant. Mais après, tu es sur la table avec des gens importants, puis c'est comme, toi, t'as étudié en quoi? Puis c'est comme, j'étudiais en mode. En Marie-Victorin. En Marie-Victorin, puis là, c'est comme, d'accord. Tu sais, ils s'en foutent de ton background, puis le fait que tu travailles, t'as appris par la vie, puis t'as appris tes parents. Puis les gens, ils vont te juger par où t'as étudié. Mais surtout, la vieille école, c'est beaucoup ça. C'est t'as étudié où? Quoi? Je vais aller à HEC, prendre quelque chose
d'autres. Je suis allée en gestion d'entreprise parce que je voulais le mettre dans mon CV. Puis de deux, Moi aussi. je voulais que ça représente plus mes connaissances que j'avais appris après toutes les années sur le terrain, tu comprends? Fait qu'aujourd'hui, puis ça a changé. J'ai acheté la crédibilité. Je l'avais déjà, les connaissances, mais le monde n'y croyait pas. Fait que là, aujourd'hui, je suis sur une table, puis le monde disait « Ah, t'as étudié en quoi? » Je suis comme « C'est elle qui m'a dit « Ah, je suis allée à HEC en gestion d'entreprise. » Tout d'un coup, wow. c'est comme « Beau OK. » respect, Tout d'un là. coup, c'est comme « OK. Non, HEC, c'est goulot. En plus, correct. HEC, c'est gestion de projet. C'est Puis les jeunes surtout, j'étais jeune. Tu sais, t'es avec du monde de 60 ans, toi, t'es là, t'as 23 ans. C'est comme aide-moi à te croire, là. Tu sais, c'est comme... Mais c'est vrai, ça, parce que tu sais, aller à l'école, tu sais, c'est comme si tu te payes, genre, une voiture là, de luxe. Le monde va te voir comme ça, vraiment. Ah, c'est quoi ça? Comment ça? Surtout la vieille école. Puis, tu sais, quand j'ai dit j'allais à l'école, parce que j'avais besoin de certaines connaissances, tu sais, j'ai fait les cours que je voulais. J'ai fait des cours ressources humaines, ça m'intéressait. Puis j'écoutais, moi je me mets à la première rangée, là, puis j'écoute parce que... Dis-moi des filles live, là. Non, Dis-moi mais tu sais, parce que demain, je vais l'utiliser, ça, pour mes employés, tu comprends? Fait que c'est pas comme si t'étais là juste pour passer l'examen. Moi, j'écoutais, j'étais à la première T'étais rangée. pas juste là pour les crédits, là. Non, je m'en foutais, j'avais pas besoin de faire l'examen. Je n'étais pas là pour le diplôme. Fait que là, je le notais, puis le lendemain, j'essayais de pratiquer ça, comme les ressources humaines, gestion des opérations. Puis après, justement, ce qui était chiant, c'est parce qu'après, tu fais l'examen, puis tu vois que les gens autour de toi, ils ont étudié juste pour avoir la note. Ils savent absolument rien de qu'est-ce qu'ils ont appris. Ils savent pas comment l'appliquer, là. C'est comme, tu poses une question, puis c'est comme, yo, moi, je sais pas, j'ai juste appris, là. Ils ont juste posé l'information. Pour moi, c'est pas trop de questions, j'ai oublié ce que j'ai étudié, là. Ils vont avoir des drunk, super bonnes notes, puis moi, justement, vu que j'étais là pour apprendre, pour mettre en pratique, je m'en foutais des notes. Mes examens, j'ai jamais eu les meilleures notes, mais je comprenais ce que j'ai appris, tu comprends? Moi aussi, j'étais comme ça, à peu près. Moi aussi, j'avais pas des notes wow, mais hey, j'ai aimé ça. Puis je l'ai compris peut-être différemment, mais selon mes réponses... J'ai compris comment selon mes réponses, on dirait que c'est pas vos réponses. Selon mes réponses, on n'a pas les mêmes. Ça marche pas en pratique. Ouais. Moi, j'ai compris comment le mettre en pratique. Toi, t'as compris comment le mettre sur papier. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire avec l'école. Théorique, pratique. Toi, est-ce que tu recommanderais ou pas aux gens de l'université? Parce que là, c'est une question qu'on a déjà parlé de ça. Ouais. Est-ce que tu recommanderais ou pas? La réponse courte serait oui, mais il faut que tu saches pourquoi tu y vas. Faut que tu saches pourquoi. Est-ce que le poste que tu vas aller chercher plus tard, on t'a dit que tu vas te bloquer si tu n'as pas de tel diplôme? Si oui, vas-y, parce qu'après, tu vas y aller, tu vas prendre le raccourci, tu vas rentrer plus vite sur le marché du travail. Dans 3 ans, tu es bloqué. Tous ceux qui ont eu le diplôme Ils vont te rattraper. ils vont te dépasser, puis toi, tu vas rester stock là. Fait que fais tes recherches. Si tu en as besoin, oui, mais va pas faire un truc juste pour faire un truc. Si tu sais pas, va pas te mettre au cégep puis descendre ta cotère parce que tu sais pas pourquoi tu es là. Ouais. Prends une pause, va faire tes recherches, sais pourquoi tu as besoin d'avoir un papier, puis retourne quand tu as une idée. Parce que moi, je trouve que les jeunes ont une certaine pression. Comme ça, de l'école, il faut que tu saches quoi faire. C'est pas vrai. Ouais. Pas tout le monde a cette connaissance. Mais non, c'est ça que tu as le droit. Puis quand moi, j'ai fait une pause entre le cégep et l'université, mes parents étaient comme non, mais parce que est-ce que c'est sain de juste enchaîner? Comme, tu n'as même pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas vécu encore. Moi, je savais, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais je pense que les parents ont aussi peur parce que le marché des gens ne va jamais retourner. Fait qu'ils n'ont pas fait tout ça pour que toi, tu lâches puis tu leur dis non, moi, j'arrête au secondaire. Mais peut-être qu'on prend le temps de leur expliquer que non, c'est pas pour lâcher, lâcher. Je suis juste en train de placer mes cartes pour savoir où je m'en vais, tu comprends? Parce que tu vois, au cégep, là, moi, j'ai vu du monde au cégep, là, c'était comme... Ils n'allaient pas aller au cégep, ils n'allaient même pas à leur cours, ils chillaient à la cafétéria, leur cote R est descendue, là, tu es bloqué, parce que monter, ça, c'est impossible. Mort. Fait que c'est mort, fait que tu préfères... Allô, Marc, ça va, Marc? Quelqu'un s'est reconnu? Fait que, tu sais, si t'es pour juste descendre ta cote R, pour de vrai, moi, je suis sûre que pas tous les parents comprendront, mais explique-leur que tu dois trouver ta branche, puis après, tu vas retourner faire les choses. Mais aller à l'école, je prends à l'école, tu vas avec tes profs, c'est même pas savoir pourquoi t'es là. Ça, l'affaire, ça, c'est une pression qu'il faudrait peut-être éviter, parce que moi, quand je me suis inscrit, je suis pas allé là parce qu'on m'a dit, c'était même pas... Moi, on m'a dit juste, regarde, trouve-toi une job, là, paye les bills et tout, là, quand t'as fini ton secondaire. Puis je suis allé à mon propre gré, parce que j'avais comme une mission derrière de plus que je voulais accomplir. Puis au fur et à mesure que tu avances, la mission, elle a évolué. Là, il y a eu d'autres vraiment objectifs qui sont sortis de l'école. Fait que je suis d'accord, tu sais, vraiment ne pas me mettre la pression parce que tu le fais pour rien. Moi, j'ai fini à 28 ans. Parce que tout le monde qui se trouve qu'il faut que je finisse là. Je finis l'université à 28 ans. Mais il y a aussi la réalité, c'est que les personnes racisées aussi, je suis désolée, ils ont besoin de plus de choses dans leur CV. Là. Fait que, tu sais,
t'as besoin CV égal, t'es mieux d'en avoir un peu plus sur ton CV. Ouais. Des fois, on en met trop, là, on dit qu'on est surqualifié, ça, c'est un autre problème. Mais ça, j'ai posé la question, toi, à quel point tu es influencé par le CV quand tu vas engager? Comme exemple, tu parlais que tu avais engagé quelqu'un qui aimait les saisons. Puis, est-ce que tu as pris comme le CV ou tu as pris la personne? Non, moi, je n'engage pas avec le CV. Tu n'engages pas avec le CV? Non. Puis même dans les compagnies pour lesquelles j'ai travaillé, j'ai des fois eu à embaucher du monde. Puis le CV, habituellement, tu sais le poste que tu as besoin. Il faut juste pas que tu sois pressé. Puis quand tu vas rencontrer cette personne, tu vas savoir que c'est la bonne personne. C'est sûr que le CV, c'est quand tu es pressé. C'est genre, j'ai un poste à combler, il faut que j'aille quelqu'un là. Fait que là, tu prends, la façon facile, c'est prendre les CV. Mais si tu as besoin de quelqu'un qui, je sais pas moi, fait de la technique et tout, c'est pas juste envoie-moi ton CV puis montre-moi que tu as déjà fait ce que je te demande. Non, si tu trouves quelqu'un dans la rue, tu es comme oh my god, j'aime trop ce que tu fais, puis genre moi je veux apprendre, puis je vais te passionner, t'aimes son vibe, tu peux l'embaucher si tu as du temps pour le former. Après, est-ce que tu as le temps, c'est autre chose, mais le CV, c'est la voie facile quand tu es pressé. Mm-hmm. OK. Intéressant, c'est comme, ben, montre-moi ton YouTube channel. Parce que là, si chaque fois que je dis quelque chose de cool, il met ça, je suis comme, les autres invités sont rendus à combien? Je pense que c'est toi qui as le plus eu, il s'amusait à... Ouais, je connais. Parce qu'ils les entendent aussi, on dirait comme, bang, toutes les punchlines. Là. Non, parce que c'est vrai, parce que pas moi, exemple... Gazelle. Comme je dis que j'ai... Cours dans la prairie. Quand je dis que j'ai des moments de down, là, ça fait même pas un an que je suis entrepreneur, puis j'ai eu une période où j'étais comme fuck that, là, je retournais au marché de travail, parce que c'était beaucoup plus simple, tu vois. Et j'ai fait de mon CV, mais je riais quand je faisais mon CV. C'est comme ce que le profil qu'ils recherchent. Moi, j'ai fait ça 10 fois, tu vois. C'est pas juste... tu vas pas juste engager un employé, t'engages quelqu'un qui a une conscience de pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi c'est important de faire mon tableau de coût. Pourquoi l'échéancier est important. Quel impact je vais avoir à l'entreprise parce que je l'ai vécu, moi, à mon entreprise. Donc, quand je faisais mon CV, j'étais comme c'est tellement dommage que j'ai des petites lettres pour me définir. Moi, je me suis toujours dit, même quand je dis j'avais 16 ans, j'avais mon CV, je me suis dit, je vais jamais avoir un travail en envoyant mon CV par Internet. Jamais. Puis j'ai jamais eu de travail en envoyant mon CV. Moi, j'en ai envoyé beaucoup des CV. Même pour être bandeuse, j'en ai jamais eu. Les seuls travails que j'ai eu, parce que je suis allée porter mon CV, puis les gens m'ont vu, puis ils ont pris mon énergie. Ouais. Je te veux. Moi, j'ai créé mon CV, j'étais comme, qu'est-ce que je dis là-dedans? Comme... Non, mais comment tu veux écrire la passion? Comment tu veux décrire la passion? Puis comme, ou même tout ce que tu as fait, puis déjà, il y a du monde qui sont même pas capables de présenter ce qu'ils ont fait. Quand ils disent qu'il y en a qui m'ont mis des briques, qu'il y en a qui ont construit une maison, là. Ils ont tous des CV, ils sont comme, chaque jour, j'ai mis des briques, là. L'autre personne est comme, j'ai bâti un empire. C'est comme... Il faut ça en donner dans mais moi, CV, je me demande si, exemple, moi, j'avais mis dans mon CV consultant. Je disais, est-ce que c'est un avantage ou des avantages? Comme j'ai poste ingénieur, consultant. Puis, tu vois les projets que je faisais. Projet 50 millions, projet 25 millions, projet 30 millions, consultant 100 000 à 1 million. C'est comme downgrading. Ils aiment pas ça. Ouais, mais moi j'aurais vu dans le CV, j'aurais dit, bon, peut-être qu'il a perdu son travail, puis ça, c'était le unemployed, il met consultant, je sais pas. Oui, c'est ça, mais c'est ça l'affaire, c'est comme t'es trop à risque. Mais dans tous les jobs que j'ai eu de même 150 millions, j'ai appris plus en faisant ce que je fais live de ce que j'ai fait avant. Parce qu'avant, c'était comme je prends des notes, puis c'était tout. Tandis que là-bas, il faut que je fasse ma facturation, il faut que je fasse suivi de client, satisfaction de client, il faut que j'appelle d'autres personnes, il faut que je vire du monde, tu vois. Tu l'as-tu mis dans ton CV? Oui, mais tu peux décrire ça. T'as comme 4-5 lignes. Non, mais je veux dire, dans ton CV, t'as-tu mis que tu fais de la facturation? Ouais, ça j'ai mis. Oui? Okay. Mais juste te dire, c'est comme quand tu vois le CV, je trouve ça dommage d'écrire comme... Tu sais qu'un CV... Là, j'ai dit quoi? Les CV, c'est pas... Je pense qu'un jour, on va trouver une nouvelle formule pour embaucher. Ouais, c'était moi, une vieille école. C'est très statique et ça dégage pas la personne. Puis les gens, en bout de ligne, là, c'est des humains. C'est pas des robots qui embauchent, c'est des humains. Fait que même si ton CV est vraiment nice, t'arrives à l'entrevue, tu dégages rien, t'auras pas la job. Non, le CV, je pense, le CV moderne, là, c'est va checker mon YouTube channel. Tu vas voir ma personnalité, en gros. Regarde, tu vas voir ce que je fais dans mon temps libre. Puis toi, lui, il a eu un contrat avec un client juste par rapport au Yellow Seats. Le gars a dit, j'ai aimé ton ambiance à travers le Yellow Seats. Le podcast. J'aime comment tu t'exprimes. C'est un des objectifs aussi par rapport de l'expérimentation derrière ça. Ton énergie. Ouais, c'est ça qu'il a dit, le client. C'est tout. Parce que il a vu, tu sais, j'ai vu comment tu étais, mais après, quand j'ai appris à te connaître plus dans le podcast, la manière que tu parles, c'est quelqu'un que je peux m'entendre avec vraiment, puis je vois travailler. Je pense que le monde embauche, puis trouve leur client ou par l'énergie. Moi, je suis vraiment toujours guidée par l'énergie du monde. Puis tu sais, quand ça clique pas, j'ai jamais forcé. Tu le sens, là, ça clique pas, là. Il faut pas. Là, je veux savoir, c'est quoi les next moves de Gazelle? As-tu le droit de savoir ou pas? Écoute, si je savais, je le dis.
honnêtement, sincèrement, moi, quand j'ai lancé ma compagnie, j'avais fait mon plan d'affaires, puis tout, puis j'avais écrit sur 1 an, mois 1, mois 3, Là, quand j'ai parti, là, la journée, j'étais comme, OK, on commence. Il n'y avait rien de ça. Je pense que le 1 an, je l'ai brûlé en 2 semaines. Juste le rythme, à quel point ça... Toi, tu pensais que tu allais faire un marathon, c'est un sprint, là. Le monde autour de toi, ça va vite. Fait que pour de vrai, tu sais, te dire que genre, planification stratégique, dans 3 mois, on sera là. C'est pas vrai, je te jure. C'est vrai que des fois, il faut prendre du recul pour réfléchir, mais tu es constamment dans une course à genre trouver la nouvelle chose puis rester pertinent puis tout. Fait que, j'aimerais te dire comme, alors mes proches... Non, pour vrai, la réponse honnêtement, c'est que je cours puis que je m'adapte. Je pense que la force d'un entrepreneur, c'est s'ajuster constamment. Je pense qu'il y a un livre qui s'appelle... Encore les drops, là. Là, t'es rendu... Chaque drop, c'est un Grammy. Il y a un livre, je pense, c'est Zero to One. Justement, lui, il parlait que quand tu écris ton plan d'affaires, au moment que tu le finis, il fait déjà partie du passé. C'est vrai. C'est vrai, ça. C'est ça que pour moi, un plan d'affaires, c'est pas ça tant... évolue. C'est pas tant... C'est juste pour mettre sur papier tes idées. Tu comprends? Ouais. Moi, là, j'ai visualisé un gâteau au chocolat, là. Puis là, j'essaie de te le décrire, puis je vais juste te dire gâteau au chocolat. Ouais. Il y a du chocolat. C'est quoi le crémage? C'est quoi? T'sais, pour moi, le plan d'affaires, c'est juste extraire l'information parce que toi, tu l'as dans ta tête, mais si tu n'arrives pas à l'extraire pour l'expliquer au monde, tu ne pourras jamais comme, le vendre. Et le monde ne va pas te follow. Prends le temps. Tu sais qu'ils sont comme, moi, je n'ai pas le temps de faire un plan d'affaires. Mais c'est pas tant pour comme, le faire. C'est genre toi-même, es-tu capable de vendre ton produit? Es-tu capable de me l'expliquer? Là? Ton gâteau au chocolat que tu as visualisé, là, il y a combien d'étages? C'est pour combien de personnes? C'est quoi le crémage? Il y a combien de bougies dessus? Comment ça coûte ton gâteau? Puis c'est quoi ta rentabilité avec ton gâteau? Tu vas le vendre à qui ton gâteau? Il va durer combien de temps sur la tablette? C'est juste comme sortir l'information. Toi, tu l'as visualisé ton gâteau. Tu y crois, mais moi, je ne peux pas le visualiser pour toi. Tu comprends? Puis je pense que c'est ça les rêves. Genre, toi, tu l'as dans ta tête. Il faut que tu arrives à le vendre à d'autres personnes parce qu'eux, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas goûté. Tu comprends? Puis si tu n'arrives pas à le vendre, ben, il va rester dans ta tête. Là. Fait que, c'est vrai. Ben, c'est bien dit. Le plan d'affaires, regarde, c'est... Encore là, je pense que c'est quelque chose de bien à faire, s'habituer à voir, prendre ça. Moi, j'en ai fait des prévisions, des budgets, puis encore là, c'est jamais... Ce que tu mets sur papier, c'est jamais la réalité. Tu vois une évolution qui change. Moi, je trouve que des fois, c'est une limitation à ce que toi, tu projettes versus de ce que tu vas recevoir. Parce que des fois, tu vas dire, exemple, ma première année, je vais vendre à 5 personnes. Puis là, tu arrives 2 semaines après, tu en as vendu à 150 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Ou le contraire. Ouais, au contraire. Mais moi, je trouve que ce que tu vas écrire, c'est pas comme ta limite. C'est ta compréhension à toi, mais pas comment le marché réagit. C'est autre chose. Tu vois? C'est toi, ta compréhension à toi-même. Mais c'est bon de l'écrire, parce que justement, comme je dis, c'est est-ce que tu comprends toi-même ce que tu fais? Tu sais, plan d'affaires, c'est pas pour... Tu sais, le monde, c'est pas obligé d'écrire plan d'affaires sur le document. Là. Si c'est juste des notes dans ton cahier, c'est pour toi. C'est pour toi. Après, si tu as besoin d'aller voir un banquier, oui, il faut que oui, ça, tu n'as pas le choix. C'est exactement. Un financement, tu n'as pas le choix. La structure est différente. Puis là, oui, tu en auras besoin, tu n'auras pas le choix. Mais si c'est juste, toi, tu ne peux pas passer par les banques parce que tu as l'argent et tout. Fais-le pour toi. Appelle-le pas prendre d'affaires, mais sors tes idées, tu comprends? Puis des fois aussi, le monde sont un peu rêveurs dans le sens où tu as dit, je pensais en vendre 2, j'en ai vu 150. Je pense que le monde pense le contraire. C'est comme, t'en as même pas vendu 2, mais toi, tu te dis dans ta projection que semaine 1, je vais en vendre 150. Mais c'est qui les 150 personnes? Tu vas les contacter comme. Tu comprends? Le monde sont comme des fois un peu trop. Ça te permet d'aller fouiller en ta tête encore plus. Vraiment, est-ce que je me donne des limites? À qui tu vas le vendre? Bien dit. Okay. Cool. Ben, c'était super. Dernière question tricky. Après, on peut la couper si tu veux, hein, mais bon. On s'en va dans le Patreon, là. À quel moment, comme le fait que tu es familial et en même temps tu fais gazelle, tu as un pied à gauche, un pied à droite, est-ce qu'il y a un moment où tu vas vouloir faire 100% un ou tu vas toujours vouloir faire la collaboration gauche-droite? C'est une bonne question. Puis je pense que la COVID a un peu accéléré le processus parce que même si ta passion, tu peux la multiplier, l'énergie que tu as, tu ne peux pas la multiplier. Exact. Il y a une limite. Je pense que je suis en train peut-être d'atteindre cette limite-là dans le sens que le monde m'appelle. Puis tu sais, les personnes avec qui je travaille dans telle compagnie ne sont pas au courant que je donne le même genre d'énergie dans l'autre compagnie. Fait que quand s'ils me verraient, ils ne pourraient pas comprendre parce que moi, quand je suis là. Mais le monde s'attend de moi que je donne comme mon 100%, puis j'aime mon 100%. Mais après, comme tu m'appelles à telle heure, tu à un moment donné, c'est beau, là. Puis comme on est, c'est moi qui deviens un peu nerveuse parce que genre, tu m'envoies un email, puis tu m'appelles après pour dire, hey, ça fait 5 minutes, tu n'as pas encore répondu. Là, je suis comme. Fait que tu sais, je pense que je suis en train un peu d'atteindre la limite où il faut que je me pose des questions. Puis c'est aussi embaucher les bonnes ressources pour
prendre certaines portions, puis garder certaines portions. Fait que si je suis attachée, puis je le fais pas nécessairement pour l'argent, parce que je veux pas, c'est pas parce honnêtement, j'aime les deux, mais les deux m'amènent pas les mêmes choses. Mais les deux contribuent au succès de l'autre. Fait qu'il y a un lien quand même dans mes compagnies. Mais bonne question. J'ai pas la réponse, honnêtement. Je vais pas te mentir. J'ai pas la réponse. Mais je pense que tout le monde qui a des multi-passions, parce que ça, c'est... Oui, moi, je travaille avec la compagnie, mais il y a beaucoup de monde que ils ont leur travail, mais sur le côté, ils ont une passion, que ce soit la musique, quoi que ce soit. Puis des fois, tu peux faire les deux. Des fois, tu peux garder les deux. Des fois, tu peux combiner les deux. Peut-être tu lâches ton travail puis tu trouves un travail qui rentre dans ta passion aussi. Mais j'ai pas la réponse. Mais c'est bon, je pense que c'est bon de ne pas encore être dans l'obscurité par rapport à ça, parce que tu vas finir par découvrir les choses, puis au fur et à mesure que tu avances, tu atteins exactement ce que tu voulais. C'est juste pas dans la façon que tu le voyais aller. Exact. Moi, je me suis toujours demandé, tu sais, comment le succès. Puis je me dis, c'est quoi le succès? Moi, je sais pas c'est quoi le succès. Puis je pense que j'avais 20 ans, je me suis dit, moi, mon rêve, ce serait de vivre bien en faisant ce que j'aime. Ouais. Tu sais, je le faisais déjà à 20 ans, avant même d'avoir ma compagnie. Fait que, tu sais, la barre était haute déjà. Pour moi, ça, j'avais déjà réussi. Parce qu'avant même dans ma compagnie, j'étais bien dans ce que je faisais, puis je gagnais bien ma vie. Fait que, tu sais, après, c'est juste faire du extra crémage. Nice. Merci. Merci à toi.